Les cafés, d'ailleurs, Starbucks Café s'est inspiré d'ailleurs de ces travaux pour développer ces enseignes. Et là, on va appeler ça des tiers-lieux en disant c'est pas le travail, c'est pas la maison, c'est un lieu intermédiaire. Voilà d'où vient en tout cas l'origine du mot tiers-lieu. 2018, c'est pas neutre. 2018, c'est aussi les Gilets jaunes. Mais juste un peu avant, il y a quelque chose d'encore plus emblématique et une super victoire pour M. Macron, c'est qu'il a fait fermer Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, tous ceux qui ont foutu les pieds à Notre-Dame-des-Landes ont toujours dit que c'est un endroit magique. Enfin, tout ce que tu fais depuis 10 piges en mode un peu perché, là, c'est au coin de la rue, quoi. Ça y est, c'est arrivé, quoi. L'État ne s'est pas intéressé aux tiers-lieux comme truc progressiste. Ils sont un tiers-lieu plutôt comme danger par rapport à une politique descendante. On dit les jeunes, ils sont tous des feignants. Non, c'est faux. C'est juste qu'ils cherchent du sens. Ils vont être dans d'autres façons de s'engager. Par contre, moi, j'ai inventé les tiers-lieux libres open source. Et on persévérera. Une marque différente, issue d'une communauté différente, ce qui génétiquement va fabriquer encore un hybride. Et c'est ça qui devient intéressant. Et c'est ça qui devient intéressant. Je suis un antifa, je l'assume. Mais pas dans les tiers-lieux. Le tiers-lieu, c'est au contraire que l'antifa rencontre le fa, quoi, tu vois, rencontre le communisme, rencontre le capitalisme. Quel point commun entre Alexandre le Grand, Napoléon et Hitler, ou Mussolini, ou Franco, c'était, quand on connaît juste un peu leur histoire, c'était des frustrés. Oui, oui, le message est très clair. Vous emmerdez pas, vous déplacez. Ah oui, oui. On s'en fout. On va continuer de faire ce qu'on a envie de faire. C'est horrible, mais oui. On va changer les premiers ministres tous les 15 jours, si vous voulez. L'émotion de censure, on s'en fout. On trace la route. Johan Duriot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Pertusato. Pertusato qui se distille dans le grand alambic de la maison Mémérou. Comme c'en est la coutume, je ne vais pas te demander de te présenter trop vite, trop frontalement. Qui est Johan Duriot, c'est précisément ce qu'on va prendre le temps de dénicher tout doucement au cours de cet échange. On t'a fait venir parce que on est intéressé par cette partie de ta vie où tu as beaucoup travaillé sur la notion de tiers-lieu. La première question, ça serait, comme les associations sont arrivées début du 19e pour des tas de raisons politiques, à quel moment cette notion de tiers-lieu apparaît en France? À quel moment ça devient un phénomène suffisamment important pour qu'on en parle, pour qu'on le repère? Alors au niveau français, ça va être plutôt 2008 à peu près en France. Ça va être très lié au télétravail, aux espaces partagés, de travail partagé, coworking. Et sinon, on en parlait déjà avant sur les cafés, par exemple, aussi. Oui, est-ce qu'il y avait des prémices? Est-ce que ça arrive de quelque part? Alors, ça arrive de quelque part, puisqu'en fait, on avait tendance à en parler via un sociologue aux États-Unis, qui s'appelait Ray Oldenburg, qui, fin des années 80, donc 89-90, a écrit des travaux sur les tiers espaces. Mais tu vois, on est dans les années 90, États-Unis, et en fait, il étudie plutôt les lieux entre le centre-ville et les banlieues, et les lieux où les gens se réunissent pour sociabiliser. Donc ça peut être le boucher du coin, le coiffeur, le bistrot. Pour les cafés, d'ailleurs, Starbucks Café s'est inspiré d'ailleurs de ces travaux pour développer ces enseignes. Donc ça, c'est plutôt le côté États-Unis. Et je dirais qu'en France, tu sais ce que c'est, en fait, au début, on ne sait pas trop, on utilise des termes, puis rapidement, on nous dit « Ah, mais ça a déjà existé ». Donc c'est là qu'on va découvrir qu'il y a un antécédent. Mais pour être très précis, en France, c'est vraiment 2008, au moment où télétravail, espace de coworking vont commencer à arriver, aux États-Unis d'abord, puis en France et en Europe. Et là, on va appeler ça des tiers-lieux, en disant « C'est pas le travail, c'est pas la maison, c'est un lieu intermédiaire ». Voilà d'où vient en tout cas l'origine du mot tiers-lieu. D'accord, c'est pour travailler ensemble. C'était ça À l'origine, c'était très lié. La première définition d'ailleurs qu'on dit d'un tiers-lieu, c'était un espace de travail partagé. Par contre, on n'est pas dans le travail partagé comme ce qu'on verrait aujourd'hui avec des bureaux, une offre de bureaux partagés.
ou des espaces qui se disent espaces de coworking, où on dit viens travailler, ça sera 10 euros ou 20 euros la demi-journée, ou quoi. Là, c'est ce qu'on appelle plutôt de l'offre de résidence. Quand on parle d'un espace partagé, un espace de coworking, c'est par exemple, tu es graphiste, moi je suis pas monteur audiovisuel, donc on a des métiers où on est derrière un ordinateur la plupart, et puis on va se réunir d'abord dans un bar souvent, et puis après on va regarder les petites annonces, puis on va trouver un appartement un peu plus gros si on est 2 ou si on est 5, et ça va devenir un espace partagé, donc un espace de coworking. Souvent il était mal traduit, plutôt que mal interprété, il était mal traduit de l'anglais, puisque coworking c'est avant tout une communauté. Dès qu'on parle de communauté en France, c'est de suite communautarisme, choses comme ça. Donc voilà, c'est interprété de façon différente. Mais les premières fois où on parle de tiers-lieux, 2008-2010, espace partagé principalement autour du travail, ce qui va évoluer après. Je sais pas, juste pour essayer de bien dégager ça, la notion, je sais pas, de bar associatif, c'est pas un tiers-lieu. Alors, parce que ça, c'est ancien. Ouais. Le bistrot, en fait. Oui, le limonadier, c'est encore autre chose, mais ce café associatif réservé donc aux membres de l'association, c'est quand même une espèce de lieu dans lequel on se retrouve et qu'on partage dans une communauté. Mais c'est pas un tiers-lieu. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que tu es le premier peut-être à pas me dire dès le début, oui, c'est quoi un tiers-lieu? Donc c'est peut-être pour ça que maintenant, il faut peut-être dire aussi qu'est-ce qu'on entend par tiers-lieu. Parce qu'il y a des définitions. En tout cas, il y a une définition maintenant qui vient d'un sociologue. Donc quand tu me dis par exemple bar associatif, c'est une forme juridique. Et quand tu me dis bar, tu me dis lieu. Or, pourquoi on utilise le mot tiers-lieu? En fait, on focalise beaucoup sur le mot lieu, alors ce qui est intéressant, c'est le mot tiers. Et ça, on a mis du temps pour le savoir. Donc en fait, c'est pas parce que j'ai 4 murs que je vais m'appeler tiers-lieu. 4 murs, c'est un lieu en fait, lieu physique. D'abord, les tiers-lieux, c'est de la sociologie. C'est les thèses qui ont été faites dessus, d'ailleurs il n'y en a qu'une pour l'instant, réelle, qui a été écrite par Antoine Buret, donc, qui est sociologue, qui vit entre la France et la Suisse, avec qui à l'époque j'avais fait le manifeste des tiers-lieux, parce qu'au tout début on a trouvé que c'était pas important de donner une définition. D'ailleurs par la suite il paraît qu'on a fait une erreur, je l'entends. On aurait peut-être mieux fait de faire une définition et qu'ensuite cette définition soit amendée, modifiée, tout ça. Nous à l'époque, et je vais dire jeu, parce qu'en fait, il paraît que des fois, il faut savoir essayer de dire le jeu. À l'époque, quand je vais parler des tiers-lieux en France, de ce terme-là, on ne l'aime pas trop. On préfère 1000 fois. Moi, je viens du coworking, de ces espaces un peu plus fun. Il y avait l'économie collaborative qui arrivait aussi, consommation collaborative en France. Et donc, ces espaces de coworking, rapidement, c'est juste que moi, je venais de l'éducation populaire. J'étais médiateur numérique. Et je me rendais compte qu'en fait, ce qui était intéressant dans ces lieux, ce n'était pas trop ce qu'on venait y faire, mais c'est ce qu'on y rencontrait. Donc, le tiers-lieu, c'est la rencontre. Et c'est peut-être aussi pour ça que maintenant on le sait, donc il y a une thèse en sociologie qui a permis de définir le tiers-lieu. Le tiers-lieu est en fait une rencontre dans laquelle des personnes sans lien hiérarchique, ce mot va être très important par la suite de nos échanges, je pense, des personnes sans lien hiérarchique se rencontrent et vont administrer ensemble quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être boire un coup, en gros une recette de cuisine, ça peut être partager un outil de production, donc des bureaux, des tables, des chaises, une machine, une caméra, un micro. Donc c'est ce qu'on appelle un programme informatique. Ou alors, et là c'est plus ambitieux, et moi c'est évidemment ce qui me passionne dans les tiers-lieux, ou faire un texte de loi en fait. Surtout avec ce qu'on vit en politique aujourd'hui. Le tiers-lieu peut être aussi un endroit où des personnes sans lien hiérarchique vont imaginer peut-être demain les textes de loi. Donc ça c'est la définition sociologique. Alors le pavé de la thèse, tu t'en doutes, il est gros comme ça. Mais c'est plutôt ce qu'il faut retenir. À aucun moment on dit un tiers-lieu, c'est un lieu sympa où je mets un kebab, un cours de yoga et une épicerie. Ça, c'est un peu une interprétation. Ça reste des lieux, ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on y fait dans ce tiers-lieu. Et je vois aujourd'hui, on parle beaucoup du comment on fait un tiers-lieu et très peu de pourquoi le tiers-lieu. Et moi, c'est surtout sur ce volet-là. Donc, ton bar associatif, c'est un tiers-lieu à partir du moment où il permet des sociabilités. Si c'est juste venir consommer, ce qu'on fait aujourd'hui beaucoup, tu as une table de 2, une table de 3, là, c'est un lieu et c'est cool. C'est un lieu de convivialité éventuellement, mais pas un lieu de sociabilité. Ça vient de... peut-être pas d'un échec ou d'une réalisation pas complète de ce qu'auraient pu être les MJC, par exemple, des centres sociaux, des centres culturels. Ces endroits, on a bien cherché quand même à réunir des gens sans rapport hiérarchique, en disant venez avec vos bouquins, venez avec votre chanteur, venez avec tout ça. Puis ça n'a pas réussi à totalement convaincre. Il fallait autre chose. Alors, je ne sais pas si il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a la notion d'Internet qui va rentrer là-dedans.
Et il y a aussi la notion de, est-ce que ces lieux, parce que pour moi, les MJC, les centres sociaux, moi qui suis sur les valeurs de l'éducation populaire, les centres sociaux, les MJC, les amicales laïques, qui est très spécifique à la Loire, en fait, c'était des tiers-lieux. C'était des tiers-lieux à partir du moment où l'ouvrier venait déposer son fils, le petit patron de PME déposait son gamin, et puis qu'en fait, il prenait un petit café en même temps, qu'il demandait à l'animateur qu'est-ce qu'ils allaient faire aujourd'hui. Le soir, ils prenaient 10 minutes, un quart d'heure pour faire la même chose. À ce moment-là, c'est un tiers-lieu, puisque c'était bien des gens qui venaient se rencontrer, qui parlaient, qui apprenaient à se découvrir. Pour l'avoir vécu, à Saint-Just-Saint-Rambert en particulier, où on sait tous les Stéphanois un peu qui avaient de l'argent sont partis dans la plaine. Moi, j'ai vu des voitures, les animateurs me le disaient, ils ne savaient même pas que ces modèles étaient vendus par Mercedes, Porsche et BM, quoi. Donc des voitures énormes, où les voitures a continué à tourner la clé sur le contact, et la maman ou le papa rentre là-dedans, téléphone à la main, il est où Jordan? Et puis voilà, donc là, c'est plus des tiers-lieux en fait. Mais à la base, le centre social, l'amicale laïque que tu parles, oui, c'était des tiers-lieux. Donc ça, c'est pour dire, je pense qu'à un moment-là, ces lieux-là sont devenus avant tout, pour des raisons économiques, mais on pourra en débattre longtemps, pour des raisons économiques, sont devenus un peu des agences de tourisme à la journée ou au mois, quoi. On prend des jeunes sur un muret, puis on les fait partir en camp ski une semaine, puis après, quand ils reviennent, on les laisse sur le muret. On s'étonne pourquoi ils brûlent des voitures. On est passé de ça à construire des cabanes, faire du maquillage, donc l'éducation populaire, quoi, en fait. Et là, d'un seul coup, on commence à être des lieux pour pouvoir tourner. Ben, en fait, ils vont être financés au coup par coup. Donc je pense que eux, à l'époque, où on va parler de tiers-lieux, je pense qu'en fait, on a besoin à ce moment-là de réinventer un nouveau mot sur des choses qu'on voyait, mais qu'on ne définissait pas de cette façon-là. Et de l'autre côté, c'est Internet, puisque le mot tiers-lieu va vraiment arriver, on dit c'est Internet dans la vraie vie. En tout cas, moi, c'est mon histoire. Je venais de la médiation numérique. Et la première fois qu'on voit le mot tiers-lieu en France, c'est donc justement autour de 2008. Et il y a 2 lieux emblématiques qui sont à Paris, qui vont porter ça. C'est la Ruche, Canal Saint-Martin, où là, on est plutôt avec Ashoka, l'entrepreneuriat social. Donc, c'est plutôt des bureaux partagés. Mais à côté, il y a un coin réfectoire, très cosy, un peu comme ici d'ailleurs, qui est assez sympa, où tu te sens bien. Tu peux boire un canon, mais tu peux aussi emmener tes enfants, tu peux les faire dessiner dans un coin, finir un rendez-vous. Enfin voilà, il y a cette ambiance-là, donc ça c'est plutôt Canal Saint-Martin, ça s'appelle La Ruche. Et puis tu avais, là où j'étais plus à l'aise en tant que geek, parce que j'ai un petit côté geek, et c'était la cantine, qui est un espace porté par Silicon Sentier, où là en fait c'était le début des startups, mais qui était encore cool. C'est pas la startup disruptive qui dit je vais tout défoncer, c'est la startup qui dit tiens on va inventer des nouveaux services. On voyait que le monde allait déjà un peu mal, et donc on va imaginer des nouveaux services via le numérique, et à ce moment-là ça devient un lieu où on peut facilement aller. On ne nous parle pas d'argent, on peut poser son ordi, on peut rencontrer des gens. Et là, à ce moment-là, on commence à dire, en fait, un tiers-lieu, c'est Internet dans la vraie vie, c'est Facebook dans la vraie vie, c'est Yahoo Group par exemple, c'était des endroits où tu rencontrais des gens dans la vraie vie. Second Life, pour ceux qui connaissent ce format, c'est un univers virtuel où finalement, moi j'ai rencontré des directeurs de la DDE du Puy-en-Velay, comme j'ai rencontré des Hawaïens qui fabriquaient des choses dans un monde virtuel, mais finalement, on échangeait, on était sans hiérarchique, on échangeait. Donc ça, c'était aussi tout ça, les tiers-lieux. Voilà, à cette époque-là. D'accord, à cette époque-là. Je te parle 2008-2010. D'accord, c'est à partir de là que cette nécessité se fait sentir et qu'on a envie d'aller chercher ce genre de lieux. On les invente à ce moment-là parce que ça manque, ça correspond à un besoin, à une nécessité. Ça en est où ça? Aujourd'hui, en 2020, à partir de 2020? Alors en fait, il va d'abord y avoir la période, je dirais 2010, qui n'est pas neutre, 2010-2017. C'est 7 ans. Où là, en fait, une bonne partie, comme je te l'ai dit au début, vont pas forcément s'intéresser à ce terme. Mes copains, moi qui étais plus dans le milieu du coworking, comme je t'ai dit, vont me dire « Ouais, putain, yo, tu nous emmerdes avec ce mot, c'est moche, tiers-monde, tiers-état, tiers quelque chose. » Puis à l'époque, on dit entre deux, alors que tiers en mathématiques, c'est un tiers, c'est pas un 0,5. Mais en tout cas, on n'arrive pas à le définir. Et puis en plus, dès qu'on essaye de le définir, tu sais, on a trouvé un petit truc à tirer. On aime bien jouer un peu les intellos. Ah oui, c'est ça, mais c'est pas ça. Mais c'est... En tout cas, à ce moment-là, il va y avoir tout un cursus de 10 ans, enfin 7-8 ans, où en fait, ça va être difficile de parler du mot tiers-lieu. Et en fait, on va y mettre des formes de définition. Donc un entre-deux, un lieu entre le travail et le domicile. Rapidement, ça va devenir un espace de rencontre improbable avec des gens improbables. Donc ça, autant dire que l'État, les structures existantes, elles s'en foutent complet, beaucoup trop nébuleux pour eux.
Et puis en plus, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, tu as donc des collectifs, WeShare, Make Sense, les Colibris. Après, on verra Alternativa, les collectifs Transition Citoyenne, des choses comme ça. Mais à la base, on a plutôt ces mouvements-là. Et en fait, c'est dans ces tiers-lieux, ça va devenir un peu les bureaux de ces organisations qui commencent à voir la catastrophe écologique arriver, la catastrophe économique ou autre, et qui vont devenir les principaux utilisateurs de ces lieux-là. Mais on parle très peu du lieu, en fait. Enfin, très peu de la configuration sociale. Dans la consommation collaborative, on parle des nouvelles applications qui sortent. On ne vient jamais dire j'ai pu sortir mon application pour faire du zéro gaspillage parce que j'étais dans un tiers-lieu. On n'en parle pas de ça. Moi, à l'époque, d'ailleurs, des étudiants m'avaient interviewé un peu sur ce même format, mais justement pour nous dire, tiens, pourquoi on ne parle pas des tiers-lieux et tout ça. Bah, comme je leur ai dit, moi je suis stéphanois, quand on fabriquait le vélo, l'hirondelle, quand on fabriquait le fusil de chasse, le catalogue, quoi, Manu France, bah, les gens, ils ne parlaient pas de l'usine Manu France. Ils parlaient du produit. Donc ça ne me choquait pas qu'on ne parle pas de l'usine, en fait. Mais finalement, avec le temps, après, je me suis dit, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez parlé du tiers-lieu qui permettait ça. Donc ça va être 2010-2017. Et en fait, on va passer par plein de périodes. Alors moi, j'ai fait beaucoup de kilomètres déjà. J'ai pas écrit de livre. On m'a demandé, Actes Sud m'a demandé, mais je pense que j'étais pas fait pour cet exercice-là. Avec Antoine Buret, lui, par contre, en tant que sociologue, il a écrit dans Multitude, une revue scientifique de Yann Moulier-Boutan, pour dire voilà, à quoi ça correspondait ces tiers-lieux. On a fait un manifeste ensemble. J'ai fait un TEDx, j'ai fait des choses. Mais en tout cas, à ce moment-là, l'idée, c'est pas d'évangéliser ou de répandre la bonne parole. À ce moment-là, c'est encore essayer de se dire qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces tiers-lieux? J'ai également l'OCDE, ça peut être un détail, mais en tout cas, moi j'étais militant dans une association sur l'écologie. On travaillait avec le WWF, le petit panda, et on travaillait sur les risques d'inondation. Donc là, on est en pleine actualité. On disait ça va arriver dans la Seine, à Paris, ça va arriver, alors là, c'est dans le nord de la France. Et en quoi ces tiers-lieux pourraient avoir un intérêt? Ben, en fait, on le sait, au bord de l'eau, on a des personnes qui ont déjà vu des inondations, crue centenale, crue quinquennale ou quoi. Ben, s'ils peuvent rencontrer des ingénieurs de mines télécom qui ont peut-être des compétences techniques, des designers aussi qu'on peut rencontrer, des chômeurs qui ont du temps, des personnes à la retraite, et ben, en fait, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'ensemble, ils vont pouvoir trouver des solutions. Sauf que tout ça, ça reste conceptuel. C'est pas vendable pour une politique publique ou pour... et à ce moment-là, on ne veut pas qu'il y ait une politique publique sur les tiers-lieux, pas du tout. On veut que les tiers-lieux permettent de se réintéresser aux politiques publiques. Parce que je rappelle que déjà à cette époque-là, les 5% des partis politiques qu'on a connus aux dernières élections présidentielles, que ce soit le Parti Socialiste, que ce soit l'UMP qui était le RPR ou quoi, c'est pas nouveau ça. Les gens ne s'intéressent plus aux syndicalistes, 3,8% de syndiqués dans le pays, les partis politiques ne parlent plus à personne. Donc il fallait bien des endroits pour se réintéresser aux politiques. Donc ça, c'est pour en arriver à ta question que tu m'as posée. Et maintenant, bah, c'est qu'en fait, en 2018, donc 2017, on fait un gros événement sur les tiers-lieux qui se passe à Saint-Étienne, pour le coup, et pendant le cadre de la Biennale du Design, sur les mutations du travail. À ce moment-là, la Cité vient me voir en me disant, tiens, on pense que les tiers-lieux ont un rôle à jouer dans les mutations du travail. Est-ce que ça vous intéresserait? Donc là, on dit oui, mais on ne peut pas exposer des objets, puisque c'est une configuration sociale. Donc on ne peut emmener que des designers, et nous on n'est pas des designers, donc en fait on peut embarquer des designers, donc on a fait designer embarqué. Et en fait nous ça a duré 2 ans. La Biennale c'est 2017, mais nous on a commencé en 2015. Et en fait on a fait vivre à des designers qu'est-ce que c'était que de faire tiers-lieu, mais sous plusieurs formes. Donc on l'a fait dans une zone rurale, au Rec-sur-Loire, d'ailleurs qui n'est pas loin d'ici. Donc c'était une petite maison à côté d'une déchetterie où comment on fait de l'économie circulaire. Maintenant, c'est enseigné dans les écoles, comme Mines Télécom, l'école des mines à Saint-Étienne. Je sais aujourd'hui enseigne l'économie circulaire à ses ingénieurs, mais à l'époque, ça s'est fait avec un poulailler, une déchetterie et des choses comme ça. On a fait également à Saint-Étienne comment on pouvait faire de la mobilité. Tu prends une petite maison, une petite voiture, une caravane, un vélo cargo, et ça coûte beaucoup moins cher que des gros bâtiments à plusieurs millions. Et comment les gens peuvent fabriquer leurs outils pour travailler en itinérance. Et puis enfin, on a fini à la mine à Villeurbanne, où là, c'était plus comment une ville open source, et là, on est en plein dans le sujet, où il y a, d'un seul coup, l'État n'a plus de budget, où il y a un problème de gouvernance, et en fait, on n'a plus de service public. Et comment, grâce au tiers-lieu, c'est pas le tiers-lieu qui devient un service public, mais comment le tiers-lieu permet d'inventer des briques, la mobilité, l'alimentation, le soin, et comment les citoyens vont pouvoir assembler leurs propres services et créer leurs services publics. Donc ça, tu vois, c'est encore conceptuel. Donc plein de gens ne vont pas comprendre, par contre, la Macronie va bien le comprendre, puisque, il ne faut pas l'oublier, M. Macron, quelle que soit la personne, lui, il vient quand même du ministère de Bercy, et à Bercy, il était aussi référent de la Startup Nation. Donc lui, ce côté disruptif,
Et ses équipes, en l'occurrence Julien de Normandie, ils ont bien compris ça. Et donc c'est en 2018, donc nous on finit 2017, la biennale, les visiteurs, les tiers-lieux vont changer le monde ou pas. Moi ce que je pense que ça ne changera jamais le monde, mais ça changera les gens. En fait, ce que j'en sais après 10 ans de pratique, c'est que surtout ça changeait les gens. Moi j'ai vu dans les tiers-lieux des gens, c'est la loose, hein. C'est des gens qui viennent des grandes entreprises mais qui ont plus de quête sont en quête de sens, ils gagnent très bien leur vie, mais ils se demandent pourquoi ils se lèvent le matin. D'autres, c'est qu'ils vont à Pôle emploi pour trouver du boulot, puis ils voient bien qu'ils ne sont pas attendus ici. Ça devient des endroits froids, une pointeuse. Au moins, là, nous, dans nos tiers-lieux, il y a une machine à café, il y a un petit canapé, on leur prête un ordi, ils peuvent être comme tout le monde, et puis on ne leur demande pas d'argent. Donc ça, c'est plutôt aussi le bon côté. Et là, par contre, 2018, va arriver une mission, qui est la mission coworking au début. Donc rien à voir à la mission tiers-lieu, mission coworking. Et avec 10 ans de retard, d'un seul coup, ce gouvernement va s'intéresser effectivement au télétravail, aux espaces de coworking, sauf ça a déjà 15 ans, ça avait déjà été fait. Et pendant qu'ils font leur tour de France, ils vont se rendre compte qu'en fait, les gens leur disent « Non, mais c'est plus ça l'avenir, c'est les tiers-lieux. » Ah, c'est quoi les tiers-lieux? Et là, du coup, ça va devenir les lieux du faire. Alors c'est vrai, dans un tiers-lieu, on fait. On est moins dans la prêche, on est dans le faire. Mais quel faire, en fait? Et là, ça devient une vision très productiviste. En fait, on doit faire. Et donc, dans ce rapport, il va y avoir une petite page où il va y avoir marqué les tiers-lieux, en gros, à l'Éduc-Pop, c'est fini. Maintenant, on passe aux tiers-lieux de refaire l'industrie, quoi. La révolution industrielle de Jérémy Rifkin. Et nous, à ce moment-là, je dirais que les pionniers, parce qu'il y a toujours un peu le pionnier, le pionnier en France, en tout cas, on a bien parlé de la France, hein, pour l'instant, les pionniers, en fait, sont en burn-out. Quand tu portes un espèce de concept à la con comme ça, où en fait, on y met tout et rien dedans, et comme je t'ai dit, on a fait non, on n'a pas voulu de définition. Hein. On a dit la définition, c'est ceux dans 10 ans qui la diront. Ça partait d'une bonne intention, un peu Éduc-Pop, tu vois. En disant, on n'est pas des dictateurs, il faut que ce soit les usagers, ils la diront, là aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on fait en fait. Et puis là, par contre, l'État, lui, va bien dire, un tiers-lieu, c'est ça et pas autre chose. Donc un tiers-lieu, c'est 4 murs. Un tiers-lieu, c'est un kebab, un cours de macramé, une bibliothèque. Et puis on fait venir les gens. Et là, à ce moment-là, le truc, comme il y a souvent d'institutionnalisation, je crois que toi, tu es assez compétent sur la culture ou des choses comme ça, ils ont déjà vécu ça avant nous. Hein. Les lieux culturels qui ont été institutionnalisés, tu donnes un peu de sous à un, les autres, ils crèvent la bouche ouverte autour, comme ça, ils se battent entre eux, puis voilà. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc 2018, arrivée d'une politique publique dédiée aux tiers-lieux, et plus, c'est pas une politique publique qui vient aider les tiers-lieux à faire que les gens vont s'intéresser aux politiques tout court. Et ça va être le gros changement qu'on va faire. C'est vécu le tiers-lieu comme... c'est assez logique hein, ce que tu dis. C'est quand même... ça véhicule quand même une certaine réticence à l'État, tel qu'on le connaît, à ce néolibéralisme, à cette logique financiarisée du monde. C'est quand même des endroits où on le conteste, comme des endroits qui échappent un petit peu à cette métropolisation du monde, échappent à tout ça. Et donc on se doute bien, du moins, qu'ils doivent regarder ça avec un peu de défiance. Tu le ressens, ça ? Alors, non seulement je le ressens, mais en plus, il y a des preuves factuelles de ce que tu dis. Après, on a des débats de divergence dans la grande communauté tiers-lieux. Je rappelle également que je suis encore aujourd'hui, même si bien sûr les tiers-lieux maintenant c'est un peu plus loin, j'ai fait une reconversion, je suis arboriste grimpeur, mais voilà, le tiers-lieu, moi ça n'a jamais été un travail. Moi j'étais médiateur numérique quand j'étais dans les tiers-lieux. Je vivais de la médiation numérique, pas du tiers-lieu. Le tiers-lieu, c'est une charge de production, c'est pas une recette. Or aujourd'hui, avec la politique publique, c'est devenu une recette, quoi. Je touche 100 000 balles de subventions sur un programme fabrique de territoire, manufacture territoire. Enfin, pour le moment, on n'a plus de... On ne sait pas du tout où on va pour le moment. On ne sait pas du tout. Il n'y a plus de budget. Il n'y a plus de budget. Donc, Puis à côté de ça, tu as l'Association nationale des tiers-lieux qui essaye effectivement, qui a encore du budget sur une politique dédiée. Mais bon, ça c'est autre chose. En fait, pour revenir sur ce que tu dis, effectivement, 2018, c'est pas neutre. 2018, c'est aussi les Gilets jaunes. Mais juste un peu avant, il y a quelque chose d'encore plus emblématique et une super victoire pour M. Macron, c'est qu'il a fait fermer Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, tous ceux qui ont foutu les pieds à Notre-Dame-des-Landes ont toujours dit que c'était un endroit magique. C'est pas juste un endroit de lutte contre quelque chose. C'est un endroit où on réinventait l'école, c'est un endroit où on réinventait l'alimentation de façon spontanée, de façon non hiérarchique. Et là, on voit bien, c'est du tiers-lieu. Sauf que lui, alors que les gouvernements de gauche avaient essayé de le fermer, ils n'ont jamais réussi. Je repense à Marc Ayrault, hein, Jean-Marc Ayrault, qui était maire de Nantes, lui, voulait le fermer, son Notre-Dame-des-Landes, il voulait son aéroport. Que ce soit des gouvernements Sarkozy ou autres. En tout cas, personne n'avait réussi cette mission-là. Ils avaient été un peu envoyés du flic là-bas, mais en mode modeste. On n'était pas encore dans les Darmanin avec Sainte-Soline. On était encore dans le mode on fait attention à pas trop avoir de bavure. Donc là, lui, il arrive,
il vient de prendre le pouvoir et il arrive à fermer ce lieu-là. Donc pour lui, waouh, trop bien. Et manque de bol, 6 mois plus tard, putain, ils sont partout ils sont partout au rond-point, on appelle ça les ronds-points de gilets jaunes. Je précise, hein, même moi, j'y croyais pas au rond-point d'extrême droite, sauf qu'à un moment donné, j'ai un ami à moi qui s'appelle Luc Gavinsky, qui est enseignant-chercheur à Grenoble, et qui a beaucoup écrit, et en l'occurrence sur les ronds-points de gilets jaunes, et qui me dit, non, mais yo, il m'appelle et tout, il me dit, non, mais va voir. Enfin, tout ce que tu fais depuis 10 piges, en mode un peu perché, là, c'est au coin de la rue, quoi. Ça y est, ça arrivé, quoi. Bon, d'accord. Et là, je commence à aller voir, et effectivement, ben, on voit des gens de gauche, mais on voit aussi des gens d'extrême droite. Puis d'un seul coup, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ben, ils se mettent à se marier. C'est trop bien. À un moment, ils font des boîtes à dons, donc des boîtes de dons. Ils font des poulaillers. Qu'est-ce qu'on faisait dans nos tiers-lieux de bobos, là? Ben, on faisait des poulaillers connectés, on faisait des give box, en anglais, give box, boîte à dons. On partage ton frigo, des choses comme ça. Les Fab Labs, ben, on fabriquait des toilettes sèches avec du bois en palette et tout. Ben là, les mecs, ils font ça, mais sur les ronds-points de France. Et là, effectivement, je pense que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Mais là, je te dis, hein, j'ai déjà essayé de l'en débattre avec les réseaux de tiers-lieux en France. Je suis un peu minoritaire là-dedans. J'ai limite complotiste pour eux, tu vois. Mais en fait, effectivement, ils ne sont pas intéressés, pour moi, l'État ne s'est pas intéressé aux tiers-lieux comme truc progressiste. Ils sont un tiers-lieu plutôt comme danger par rapport à une politique descendante. Le tiers-lieu, en fait, dans nos tiers-lieux, tu voyais des communistes, tu voyais des capitalistes, tu voyais des nains et des géants, tu voyais des blacks et des blancs. Enfin, c'était ça qui était vraiment chouette. Je précise, hein, j'ai fait, ah oui, ça j'ai oublié de le dire, mais j'ai pas écrit de bouquin. Par contre, j'ai fait plus de 40 000 km par an pendant 10 ans. Et c'est comme ça qu'on me connaît un peu dans la sphère tiers-lieu, contrairement à Antoine qui lui a écrit un livre, etc. Moi, j'ai juste été voir tous les fondateurs, dormir sur les canapés, voir les projets à l'initiative au tout début, et puis surtout leur redonner de l'envie, quoi. Leur dire que ce qu'ils faisaient, c'était génial. Parce que souvent, on dit, il y a mieux ailleurs, il y a mieux ailleurs. Donc, tu t'écrases un peu le truc. Et là, non, c'était ça. Donc, là-dessus, ouais, je suis un peu minoritaire. Moi, j'ai dit clairement que s'ils sont intéressés au tiers-lieu, si à ce moment-là, Julien de Normandie va commander la mission coworking et qu'ils vont décider de lancer les premières subventions sur certains types de tiers-lieux, c'est plus pour les contrôler que pour les aider. Mais ça, je l'assume, ce que je vois. Après, effectivement, il ne faut pas tomber dans le complot en disant « oui, ça a été calculé dans les laboratoires, qu'il fallait… » Je pense que ça serait donner trop d'importance à notre mouvement. On a toujours été un espèce de truc… Alors, il y en a qui parlent d'anarchiste de droite, il paraît que ça existe, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, dans ces tiers-lieux, qu'est-ce qui plaît? Bah, c'est le côté libertaire, en fait. On déstructure tout. Dans les tiers-lieux, c'est en fait des lieux de souffrance, et c'est là que moi, je vais me rendre compte, en fait. On ne se paye plus. Les services civiques, les emplois jeunes, on en a parlé tout à l'heure au café. Enfin, c'est que d'un seul coup, en fait, on précarise l'emploi. Les gars, ils travaillent 23 heures sur 24. On dit les jeunes, ils sont tous des feignants. Non, c'est faux. C'est juste qu'ils cherchent du sens. Ils vont être dans d'autres façons de s'engager. Ils vont plus s'engager dans une association, mais ils vont être dans des collectifs. Ils peuvent très bien, par exemple, vouloir être trader à la City, mais en même temps vouloir construire des toilettes sèches pendant l'été, et puis aller tous les soirs militer sur les histoires de genre, par exemple. Donc ça, c'est intéressant, alors qu'avant, dans leurs parents, leurs grands-parents, ça, c'est des trucs inadmissibles. On est dans des bocaux, une vision… nos tiers-lieux, ils sont là-dessus, quoi. Et je pense qu'effectivement, à ce moment-là, l'État s'est intéressé à structurer ce réseau de tiers-lieux, avant tout pour un besoin de contrôle, parce que le projet, il n'est pas là, quoi. Le projet, il est plutôt quelque chose… On sait ce qui est bon pour vous. D'ailleurs, je crois qu'on le paye un peu. Alors, je ne suis pas politologue, hein, mais je suis un citoyen, j'ai des enfants, et je vois ce qui se passe en ce moment. Une société hyper polarisée… Dès qu'on parle d'un sujet, on se tape dessus, des conflits de voisinage comme jamais. Et donc, je ne veux pas aller trop vite dans nos discussions, mais en tout cas, oui, je pense que l'institutionnalisation, ça y est, elle a marché. En fait, les tiers-lieux, c'est maintenant qu'on en aurait besoin. Parce que si j'étais clair, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, moi, je vais plutôt bien. On l'avait prévu il y a 15 ans. Par contre, on disait, voilà, dans 15 ans, on aura des problèmes de financement, on aura des problèmes d'emploi, on aura des problèmes sur la planète, réchauffement climatique et tout. Mais c'est cool, si on se prépare maintenant, on pourra faire autrement. On parlait de décroissance soutenable, avec du côté de Pierre Rabhi. On parlait aussi, dans le milieu de l'économie, de faire des startups vertes qui allaient inventer des solutions moins gourmandes et tout. Donc en fait, je pense qu'on était sur la bonne voie, mais finalement, ce n'était pas le projet politique, en tout cas global. De toute façon, le projet politique global, la pensée commune, c'est quand même le développement jusqu'à destruction du vivant du modèle néolibéral. Et Macron en est vraiment, voilà, c'est pas un jugement,
C'est quelqu'un qui voilà, a vraiment défendu cette fiction politique. Et je comprends qu'il ait peur des tiers-lieux, je comprends qu'il n'ait pas envie de le développer, et qu'il cherche à amoindrir autant que c'est possible ces zones de pouvoir, parce qu'évidemment, ce sont des pouvoirs... J'ai l'impression qu'il y a toujours eu, enfin depuis l'après-guerre quand même, ces zones. Alors, ça s'appelle pas tiers-lieu, c'est de l'associatif, ça a été plein de choses, mais des espèces d'espaces même virtuels, hein. C'était peut-être juste des communautés qui ne se connaissaient pas, mais besoin d'avoir du contre-pouvoir et des lieux de contre-pouvoir. Que quand même c'est une façon de cristalliser le tiers-lieu, le contre-pouvoir. C'est l'archipel du vivant de Jean-Christophe Anna. Alors c'est pas un tiers-lieu, c'est plus compliqué que ça, c'est les crapauds fous, voilà, c'est plein de choses qui sont parfois immatérielles. C'est tout à fait dérisoire, mais aussi ce qui se passe à la maison Mémérou. C'est quand même un endroit où on dit on est rétif quand même avec la fiction néolibérale ambiante. Et que je comprends très bien qu'il y ait cette lutte et cette volonté d'amoindrir le pouvoir de cette résistance. Enfin, Alors, justement, dans la Biennale, donc tout ça est en ligne, hein, sur l'exposition Fuck the World, on le retrouve encore. Ce qui a été chouette, c'est qu'on a vraiment fait monter des belles personnes. En fait, on a fini à 107 co-commissaires dans ce truc-là, c'était plutôt bien. En fait, pour la petite anecdote, c'est que je suis libriste, donc logiciel libre à la base. Et c'est pas juste que j'utilise du logiciel libre, c'est que j'ai appliqué les méthodes, la manière de se partager du code informatique, mais au lieu. D'ailleurs, moi, je le dis souvent, j'ai pas créé les tiers-lieux. Par contre, moi, j'ai inventé les tiers-lieux libres open source, en disant, si on est capable de créer des lieux pour faire de la sociabilité, etc., ce qui a la valeur d'usage, ça ne nous pose pas de problème de partager comment on fait ces types de lieux. Et c'est là qu'on a fait tiers-lieux libre open source. Mais après, dans un tiers-lieu libre open source, tu peux utiliser ton Macintosh ou Windows. Le but, c'est plus comment ton lieu, on peut l'utiliser, comment on peut l'étudier, comment on peut le modifier, et puis comment on peut le faire aussi ailleurs. Donc c'est ça en fait le principe. Donc sur la vision, effectivement, tu as parlé aussi des crapauds fous, donc ça me parle bien, puisqu'à cette époque-là, je travaillais avec Taniem, donc, qui a lancé le mouvement des crapauds fous en France, et c'est avec elle que j'ai créé Movilab, donc qui est encore aujourd'hui, d'ailleurs ça, par contre la Macronie ne l'a pas enlevé, ils n'avaient aucune base de connaissances sur les tiers-lieux, donc Movilab a été le premier wiki que j'ai lancé avec Tan, où justement on documentait nos actions. Et on travaillait aussi avec Schema Business Schools de Christophe Sampel. Et donc après, Tan, tu vois, moi je suis parti plutôt sur le tiers-lieu. Elle ne le comprenait pas, Tan, par contre, au début. Elle était claire, mais c'est même mis un peu en colère. Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ces tiers-lieux et tout ça. Mais c'est vrai que moi qui étais très les pieds dedans, Tan est plutôt hors sol. Tan, c'est quelqu'un qui te fait lever elle a travaillé sur l'empreinte écologique. C'est quelqu'un qui te fait lever des salles. Enfin, moi je l'ai vu à Saint-Étienne aussi déjà intervenir. J'ai vu les éducateurs, la preuve spécialisée, qui ont les deux mains dedans. Quand Tan a passé 1 heure avec eux, ils se levaient, ils voulaient changer le monde. Donc ça, elle a cette force, mais elle est hors sol, Tan. Moi, j'étais vraiment dans les Duc-Pop, dans les quartiers populaires, je faisais de la médiation numérique et tout ça. Et c'est pour ça peut-être qu'on a bien bossé ensemble. Et après, moi, j'ai parti dans les tiers-lieux, et Tan, effectivement, elle est partie dans les crapauds fous. Et je trouve ça intéressant, je ne sais pas si tu l'as déjà cité ici, mais rappeler cette histoire, en fait, où scientifiquement, le crapaud fou, c'est, on a analysé, tiens, il y a une route, il y a un progrès technologique, et donc on a 100 crapauds qui sont nés ici, et ils vont aller, ils vont vivre leur petite vie, puis à un moment, pour se reproduire, ils vont vouloir retourner dans la mare dans laquelle ils sont nés. Mais entre-temps, l'homme a créé effectivement une autoroute, le progrès, et ces petits crapauds, ils vont essayer d'aller traverser cette route. Manque de bol, il y a les voitures qui passent, et en fait, c'est très scientifique, on a regardé sur 100 combien arrivaient au bout. Et en fait, 99 vont être écrasés, alors déjà au début, une grosse masse au milieu, et puis au dernier, presque il est arrivé, mais il se fait arracher une patte et tout, et il meurt. Et il y en a un, sur l'ensemble, on voit, il y a le 1%, qui lui, par contre, va réussir à passer, mais parce qu'il n'est pas passé par la route. C'est juste par un instinct un peu bizarre ou quoi, lui, il va être attiré dans une autre direction. Alors, on a regardé aussi, des fois, il lui manquait une patte de naissance, ou il y a une mouche qui est passée par là, il est parti dans une autre direction, il a perdu le groupe. Et va savoir, instinct de résistance, de résilience, il va quand même trouver une mare. Et là, il va trouver sa femelle, ils vont se reproduire, oui, et on persévérera. Une mare différente, issue d'une communauté différente, ce qui génétiquement va fabriquer encore un hybride. Et c'est ça qui devient intéressant. Et c'est ça qui devient intéressant. Et c'est là que nous, on a comparé à cette époque-là les tiers-lieux à ça. Ouais. Donc là, ce que tu me parles, ça me parle énormément, sauf que va expliquer ça à une politique publique ultra-libérale, comme tu dis souvent. En fait, la SNCF nous a demandé, hein, moi j'ai été faire des confs à la SNCF, le fils Jean Sarkozy, donc le fils de Nicolas Sarkozy, qui à ce moment-là était responsable de l'ESS dans les Hauts-de-France, moi il nous a fait venir. C'est juste pour dire qu'il n'y avait pas juste des gauchistes ou quoi. Les gens à cette époque-là s'intéressaient aux tiers-lieux.
Par contre, quand tu leur parles du crapaud fou et que tu leur dis qu'on va redonner du pouvoir d'agir aux gens, parce que la réalité, elle est là, c'est redonner du pouvoir d'agir, et on est loin, tu vois, du début de nos discussions, on parlait juste d'un espace de coworking, d'un télécentre. Nous, on dit, mais oui, on n'est pas plus intelligent. On a commencé par ça. Mais aujourd'hui, la vraie vocation des tiers-lieux, c'est le pouvoir d'agir. Par contre, si je peux me permettre, attention, les tiers-lieux sont énormément toxiques. Et c'est là que je vais commencer à comparer le tiers-lieu au rail de coke. Tu vois, ou un super concert, où d'un seul coup, on a une énergie qui arrive. Si tu commences à prendre ton rail de coke, si tu prends un rail de coke, on va dire une fois tous les 10 ans pour fêter tes 10 années, je pense que ça ne sera pas très grave. Les médecins, je ne suis pas médecin, mais ils vont dire c'est pas si non, mais Johan, ce monde néolibéral est extrêmement toxique aussi. Ben là, c'est que tu en prends de la coke du lundi au dimanche, matin, midi et soir. Il n'arrête plus là. Et là, c'est toxique. C'est la planète qui va le vivant qui va s'effondrer. Donc il n'y a pas plus toxique que ça. Bah, disons qu'en fait, le lien au tiers-lieu, c'est qu'en fait, tu vas te prendre une adrénaline, c'est cool. Donc en gros, toi, par exemple, tu as une carrière, mais à un moment, tu dis, putain, j'arrive à 50 piges, tiens, c'est quoi la quête de sens, il me reste encore du travail. Donc tu pousses la porte d'un tiers-lieu. Voilà, tu vas pousser la porte, il y a marqué tiers-lieu dessus, alors est-ce que c'est vrai ou pas, mais on s'en fout, mais il se dit tiers-lieu. Donc tu rentres là, et là, c'est génial. Tu rencontres des gens qui vont te proposer de faire une recette de cuisine, on va boire une bière, on va parler du réchauffement climatique, on va parler... C'est cool. Par contre, ça ne te fait pas un nouveau boulot, ça ne te donne pas à manger, ça ne te permet pas de payer ton loyer, ces choses comme ça. Et au bout d'un moment, bah, tu te perds en fait là-dedans. Et c'est en ça que je dis, rapidement, j'ai vu des belles choses. Donc des gens, d'un seul coup, ils retrouvaient une communauté, le goût de se lever, tout ça. Il y a des commissions qui travaillent sur le burn-out dans les tiers-lieux. Il y a 10 ans, on venait au tiers-lieu parce qu'on faisait des burn-out. Donc maintenant, ça veut dire que les gens, ils font des burn-out sur des burn-out. Ça n'a plus de sens en fait, tu vois. Et c'est ça qu'emmenait la politique publique française des tiers-lieux, c'est qu'au lieu d'aider ce qui était difficile à comprendre, mais qui était émergent, au lieu d'aider à ce que on le comprenne mieux, bah, ils en ont fait une autre chose en fait. Ils en ont fait quoi? Un marché. Je sais que ça parle à Maison Mémérou. Voilà, en gros, le vrai souci d'aujourd'hui, ta première question, c'était ça. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Bah, les tiers-lieux, c'était une promesse de redonner du pouvoir d'agir aux gens, parce qu'on avait moins de lieux de sociabilité dans la société. 200 000 bistrots qu'on fermait en 10 ans, des bistrots qui sont devenus très thématiques, Ninkasi ou quoi. Donc c'est des lieux de consommation plus que des lieux de sociabilisation. Ça devient des multinationales, disons-le. C'est ça. Et du coup, on a fait du tiers-lieu un marché. Alors tu es une fabrique de territoire, tu es une manufacture de territoire, et tu viens en concurrence avec quoi? Le service public. Et aujourd'hui, en fait, ces gens-là, dans ces tiers-lieux, qui sont adorables la plupart du temps, mais ils ont l'arrogance de croire qu'ils aident le service public, alors qu'en fait, ils accompagnent la déconstruction du service public. Aujourd'hui, je fais 5 réformes sur l'assurance chômage. Madame Borne, derrière Monsieur Dussopt, après Attal, qui attend d'ailleurs de la faire passer encore, sa dernière réforme. Tout ça pour dégommer l'assurance chômage. Et pendant ce temps-là, les tiers-lieux ne sont pas là. Et par contre, il y a aussi une chose importante. Ils ont signé un accord de dingue, le contrat d'engagement républicain. Oui, bien sûr. Donc tout ça, c'est une machine que je sais que parle-en, ça c'est très important. Sur le contrat d'engagement républicain? Oui, parce que c'est très peu connu en fait. Il faut avoir fait une demande de subvention pour savoir que ça existe. Alors pourtant, là j'ai envie, autant des fois les politiques, je leur rentre un peu dedans, y compris de gauche, et c'est pas un secret qu'effectivement j'ai plus des valeurs de gauche, mais j'aime beaucoup les gens de droite on a besoin de conservateurs, des gens qui équilibrent un peu. Mais aujourd'hui, par exemple, on a un député dans la Loire qui s'appelle Pierrick Courbon. Pierrick Courbon, on n'aime pas, il est socialiste, c'est peut-être pas assez radical ou quoi, j'en sais rien, mais n'empêche qu'il a fait une intervention il n'y a pas longtemps à l'Assemblée nationale pour justement arrêter ce contrat d'engagement républicain. Et en fait, celui qui lui a répondu, c'est un mec qu'on ne connaît pas. C'est Darmanin qui l'a lancé ce truc-là en fait. Et à l'époque, c'est pour faire quoi? C'est pour lutter contre les intégrismes religieux. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le contrat d'engagement républicain qui dit que toute association qui touchera de la subvention publique de l'État devra signer un engagement comme quoi elle respecte les règles de la République. Et les règles de la République, ok, liberté, égalité, fraternité. Ah non, pas celle-là, pas celle-là. Et là, ça pose des problèmes. Et donc, par contre, il y a encore quelques jours, je parlais avec un directeur d'asso que je connais bien, puisque j'ai créé une association qui s'appelle Zoomacom dans le numérique. Et là, moi, je ne fais plus partie, mais je rencontrais le directeur avec l'équipe, j'aime beaucoup. Et il me disait, mais ouais, on t'a entendu, le contrat d'engagement républicain, en quoi ça a posé problème? Nous, on a moins été concernés, tu peux me dire. Effectivement, c'est qu'eux, ils remplissent des missions de service public, et ça reste des militants, hein. Mais effectivement, ils vont moins être emmerdés par ce truc-là. Par contre, toutes les assos qui veulent héberger des migrants, toutes les assos qui veulent faire lanceur d'alerte aussi, sur certains sujets, mais ils sont morts en fait. Enfin, qui luttent contre les OGM, qui luttent contre les OGM, pour des actions un peu plus musclées. Bien sûr. Je pense, nous, à la mine, effectivement, à Villeurbanne, ça ne sortira pas d'Internet, j'espère, ce sujet. Effectivement, on a des contacts avec Extinction Rebellion, avec les faucheurs volontaires, avec des choses comme ça. Et aujourd'hui, ces tiers-lieux, forcément,
on héberge aussi ces personnes, puisqu'on veut faire que des gens se rencontrent. Donc on ne peut pas les marginaliser. Sauf qu'avec le contrat d'engagement républicain aujourd'hui, c'est tu rends les sous, quoi. Et donc ce qui est grave, c'est que quand tu sais que déjà on est précaire dans ce genre de mouvement, dans ce genre de collectif, que souvent ces sous, elles ont permis de frayer un petit peu de 3 personnes, qu'on fait une plaquette et tout, là d'un seul coup, tu fais des conflits entre des fois des gens qui sont copains, copines depuis 15 ans, 20 ans, et pour des petits sous, en fait, ils se tapent dessus, quoi. Pareil pour les financements publics sur les tiers-lieux. Tu te retrouves avec des gens qui se mettent à salarier des contrats à la con, 20 heures et tout, mais au moins ils sont contents parce que ça fait que 3 ans, 4 ans qu'ils sont bénévoles. Et puis là, ils se tapent dessus. Un exemple, ce qui me saute quand je parle de politique, par exemple, si on parle des tiers-lieux nourriciers, c'est un mot qu'on a mis derrière tiers-lieu solidaire, tiers-lieu social, tiers-lieu productif. Ça n'a pas de sens, ça, en fait. Un tiers-lieu, c'est un tiers-lieu. C'est fait pour faire rencontrer des gens. Et ben en fait, quand tu regardes, là, juste avant de venir, je regardais, en fait, tu sais, il y a l'OFB en ce moment, qui est fortement malmené par les mouvements agricoles, mais intensifs, parce qu'à côté de ça, la Confédération paysanne, Faucheurs-Volontaires, ils n'ont pas de problème avec eux. Par contre, aujourd'hui, on le sait, avec, en plus, il y a les élections agricoles en ce moment, là, jusqu'au 31 janvier, jusqu'à hier soir. Et là, en fait, il y a eu des menaces donc, qui ont été faites, qu'ils allaient brûler les voitures, que si l'OFB venait dans les exploitations, ils allaient brûler, etc. Ben moi, de là, je fais un lien avec les tiers-lieux. En fait, nos tiers-lieux devaient permettre à quoi? La FNSEA, la Confédération paysanne, les faucheurs volontaires, les laboratoires de recherche, en fait, de faire tiers-lieux. Puisqu'on l'a dit, c'est de la socio, donc on ne parle plus d'un tiers-lieu au sens 4 murs. On parle de faire tiers-lieu, faire se rencontrer des gens. Ta maison peut devenir un tiers-lieu le temps d'une soirée. Le bureau de tabac de ton village, c'est un tiers-lieu peut-être dans la semaine. Puis le week-end, c'est fermé, c'est plus un tiers-lieu. En tout cas, l'idée, c'était de faire rencontrer des gens là-dessus. Et si tu regardes aujourd'hui, la société agricole n'a jamais été autant polarisée là-dessus. Et puis les ronds-points qu'on a eu l'année dernière, l'occupation des ronds-points par les agriculteurs, c'est pas juste pour le bien. C'est pour dire les autres font de la merde, on va faire de la merde comme eux en fait. C'est qu'ils mettent du pesticide, donc nous on veut mettre le même pesticide. Alors que leurs propres parents, on le sait, ils sont morts de ça. Ils ont attaqué des cancers, des leucémies, Donc c'est ça qui devient fou. Et nos tiers-lieux, ce que j'aime, moi qui est un militant politique, syndical, associatif, je pense que si j'étais clair dès le début, c'est parce que je voyais que tout ça, ça ne marchait plus que je me suis intéressé aux tiers-lieux. Mais j'attends pas que le tiers-lieu devienne un syndicat, un parti ou quoi, hein, parce que là on ferait une connerie. Non, mais qui me permettent de réinventer. C'est quoi militer, c'est quoi syndiquer. Et là, moi ce que je vois, c'est que dans nos Fab Labs, de fabrication numérique, dans les lieux de tiers-lieux nourriciers, ils font plus le job en fait. Les Fab Labs font des impressions 3D avec des têtes de Yoda, mais ils ne font pas du tout la réparation d'une imprimante ou inventer un nouveau téléphone. En fait, on fait de la médiation, mais on ne s'occupe pas de la vraie politique. Et là-dessus, je suis un peu plus inquiet, en tout cas, d'où on en est aujourd'hui. Là, on n'a pas encore parlé de demain. Mais en tout cas, depuis que je vois 2018, on s'enferme dans les tiers-lieux dans une politique dédiée, qui est portée par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Bah là, aujourd'hui, désolé, mais 6-7 ans après, c'est une catastrophe, en fait. Mais on n'est pas tous d'accord dans la communauté. Moi, dans ma propre asso d'Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a qui me disent « Ouais, Johan, tu n'as pas le droit de dire les tiers-lieux ont échoué. » Voilà, sans condescendance ou quoi. Mais toi, il y a 10 ans, tu faisais autre chose. Moi, il y a 10 ans, je me mettais en danger ma vie, ma famille, au niveau financier, parce que les tiers-lieux, ça rapportait rien, pour dire, dans 10-15 ans, on va arriver dans la situation d'aujourd'hui. Que tu allumes BFM, CNews, ou que tu allumes Marianne, Télérama, ou la Journal de Gauche Libé, quoi, ils font le même constat. On est dans la merde, c'est pas la merde va arriver. Et moi, aujourd'hui, je pense que je veux pas de guerre civile, en fait. On sait que des guerres civiles ont existé. Donc moi, j'en veux pas. Je pense qu'on peut faire autrement. Mais il faut faire se rencontrer les gens. Et aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que on n'a jamais été aussi polarisé. Ah mais on va vers la guerre civile. Si on continue, là, en fait, on est dedans, là, en fait, quelque part. Allié via les réseaux. Moi, mon épouse travaille sur les cyberviolences. C'est devenu un vrai sujet. Aujourd'hui, l'affaire Perico qu'on a vue, c'est des choses, je ne veux pas digresser parce que ça serait un vrai sujet, limite, il faudrait faire un vrai interview là-dessus. Mais effectivement, et moi, ce qui m'inquiète plus pour avoir fait pas mal de routes, tu vois, je t'ai parlé des questions de genre. Chez les anciens ou quoi, c'est pas un vrai sujet. Dès que je vais te parler du genre, tu vas me dire, ouais, t'es pédé ou t'es gouine, quoi. Ah, c'est pas une histoire, c'est pas la même chose. On parle pas de sexualité, on parle de genre. Et donc, oh putain, merde, j'ai dit une connerie. Oui, puis après, oui, tu m'as mégenré. Excuse-moi, t'es arrivé en fille. Oui, mais j'ai pas envie d'être une fille. Donc tout ça, chez les plus anciens, on s'en fout, ou alors on va être maladroit. Pourtant, pour avoir fait 2 ans sur les routes là, avec des plus jeunes, et qui sont très très bien aussi, ils m'ont ouvert les yeux. Grâce au tiers-lieu, j'ai pu ouvrir les yeux aussi à ça. Et je pense que c'est des sujets qui sont des vrais putains de sujets, mais qu'en fait, on n'a pas le temps d'entendre, puisqu'on est tellement polarisé. Et en même temps, dans ces sujets-là,
faut le savoir, tu as des jeunes de 25 ans aujourd'hui sur les questions de genre qui sont en train d'invectiver des gens qui se sont levés sur Acted, pour le sida, etc. Donc c'est ça qui me fout les boules, c'est qu'aujourd'hui, je prends cet exemple sur la question du genre qui est un sujet à part entière, clivant, mais en fait, c'est qu'ils se clivent entre eux. Et ça me fait peur. Aujourd'hui, par exemple, que tu sois... Après, si on revient sur des questions de sexologie, est-ce que tu es homosexuel, est-ce que tu es bisexuel, est-ce que tu es quoi? Après, est-ce que tu es homme, femme ou autre ou quoi? En fait, ce qui est important, c'est qui on est en tant qu'humain. Ça, c'est du commun pour moi. Et le fait, s'il n'y a pas de consentement, on ne se touche pas. S'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de relation sexuelle ou pas. Et bien ça, ce commun, il est en train de s'évaporer dans plein de petits individualismes. Et on revient à l'Internet aussi. Avec aussi qu'on est dans des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ferme les gros réseaux sociaux et on va plutôt dans des messageries. Donc dans ta messagerie, ben, on est tous d'accord, quoi. Par contre, le réseau social du début, il n'y est plus. Donc voilà un petit peu, moi, quand je dis les tiers-lieux, par contre, là où on en est, ils ont échoué. Donc c'est pas un climat très cool pour l'instant. C'est qu'en fait, ils ont participé à l'accélération de la destruction du service public, à l'accélération du clivage de la société. Tout ça parce qu'on leur a mis un peu de subventions publiques et parce que, alors c'est un cas, je regarde, parce que beaucoup de petits jeunes aussi de Sciences Po, parce que c'est quand même eux, à chaque fois que tu regardes un mec d'un tiers-lieu qui est un peu cultivé, il vient de Sciences Po, Rennes, Lyon, Strasbourg. Et en fait, ces gens-là, je suis sûr qu'en fond d'eux, ils ont une bonne volonté. Ils se sont dit, ah, c'est un vrai sujet, enfin notre sujet, on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu le truc, c'est notre heure de gloire, voilà. Et puis là, en fait, ils sont en train de pactiser avec le diable, en fait. Et on n'est pas en train de leur dire, tuez-vous, on est en train de vous dire, réveillez-vous, en fait. Et c'est là qu'on pourrait peut-être passer après sur le côté positif, et demain, à savoir, je pense que tant qu'on n'a pas fait une connerie, par exemple, on ne sait pas brûler les mains, souvent on ne réagit pas quand on est gamin. Ben là, je pense que j'ose espérer que ce qui va arriver pour les tiers-lieux, c'est que là, ils se rendent compte qu'avec les 6 ans de politique publique, ils ont en fait pactisé avec le diable. Je pense qu'ils sont complices, mais ils n'ont pas encore, tu vois, on a fêté les 80 ans de la déportation, tout ça. Je pense le point Godwin ne marche plus là. On n'est pas en train non plus, on n'a pas fait le néonazisme, on n'est pas encore. Il y a les prémices, ils sont là. On commence à voir aussi une société d'extrême droite qui arrive et tout. Donc on est vraiment à la porte d'une nouvelle société nazie, mais on n'y est pas encore. On n'a pas encore le sang sur les mains comme on l'a eu après la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut se réveiller. Je pense que nos tiers-lieux, en tout cas, c'est le bien, parce qu'il y a aussi des choses positives. Je pense que moi, les tiers-lieux à la Duriau de début 2000, ouais, c'était cool. On était 5. Tu sais, comme le logiciel libre en France, il y avait les Lillois, il y avait les Stéphanois, des terres ouvrières plutôt. C'est qu'il y a un groupe assez ouvrier, il y a des assos et tout. Lille, c'est pareil. On s'est très vite entendu avec les Lillois. Ils ont bien capté les tiers-lieux. Il y a les estaminets, il y a ce genre de culture. Puis il y avait Marseille aussi avec certaines choses. Mais on n'était pas nombreux, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, le point positif que je vois au tiers-lieu, je suis sincère, on en revendique soi-disant 3500, 4000. Sachant que si je n'ai pas été trop mauvais, il doit y en avoir 10 000, 100 000, parce que c'est une configuration sociale. Donc ça se trouve que tous les matins, il y a des tiers-lieux qui se créent. J'ose espérer. Mais en tout cas, si je m'affaire à la politique publique qui a décidé de les compter sur une carte, elle en a compté à peu près 3 000, 3 500. Et bien sur ces 3 500, s'ils se réveillaient en se disant on n'est pas là pour avoir une politique dédiée, c'est une véritable connerie de nous enfermer là-dedans. Ça nous met en concurrence plus que ça nous aide. Par contre, les tiers-lieux, il en faut pour aider les citoyens, les entrepreneurs, les étudiants à se réintéresser à la politique. Et aujourd'hui, ces lieux pour être financés, tu fais de l'agriculture, tu travailles sur les questions de santé. Ben, il y a des ministères, ministère de la Santé, ministère de la Culture, et c'est ces ministères qui devraient financer les tiers-lieux. Et pas avoir un truc de l'Agence nationale des cohésion territoriale qui finance que ça. Ou au mieux, ils financent des réseaux qui aident après à trouver des financements ou quoi. Ça, je peux le comprendre. Financer le réseau régional pour que justement on ait une porte d'entrée. Parce que l'Agence nationale de cohésion des territoires a fait de la politique, de l'aménagement territorial. Mais sinon, l'action même du tiers-lieu, faire des médias, par exemple médias citoyens, c'est un truc dans les tiers-lieux on voyait beaucoup. Un espace public numérique, un média citoyen, apprendre à faire une web radio. Aujourd'hui, il y a des trucs géniaux. On arrive avec un sac à dos, on est capable d'intégrer une petite radio. 4 micros, on peut aller dans les quartiers, on peut aller dans un jardin public. C'est ça qu'il faut faire en tiers-lieu en fait. Tu vois. Donc j'ose espérer, pour parler d'avenir positif, qu'effectivement, là, la gueule de bois, elle est là. On a échoué. Là, moi, je suis un peu catégorique. Je suis un militant associatif, militant politique, etc. Mais oui, la merde dans laquelle on est, c'est parce que les tiers-lieux ont échoué, n'ont pas été là, et donc n'ont pas permis la rencontre. Et pour moi, c'est justement au-delà du libéralisme, du capitalisme, du truc, j'ai cette culture-là, hein, parce que j'ai connu aussi l'avant-Internet, j'ai 50 ans cette année, mais par contre, je reste persuadé, c'est là qu'on m'appelle excessif, mais j'assume. Ouais, tes tiers-lieux, non, les tiers-lieux, c'est pas au cœur de tout. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on se tape dessus, c'est qu'il n'y a plus de tiers-lieux,
ou en tout cas des vrais tiers-lieux qui n'avaient qu'un rôle, c'est faire se rencontrer des univers contradictoires pour qu'en face, ils fassent société, tu vois. Et j'ose espérer que grâce à ce qui se passe maintenant, ils vont se dire, putain, ok, c'est pas trop tard, allez, on se remet tous autour de la table, on arrête nos programmations à la con, le cours de yoga, le cours de macramé, le cours de trucs, s'il faut en faire, on en fait. Maison des associations, le centre social, il y a des gens qui savent très bien faire ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment on va croiser, tu vois. Et oui, faisons de la politique. Par contre, parce qu'on a fait un appel à mobilisation, les tiers-lieux de France, avec Antoine Buret, justement, avec une plateforme qui s'appelle Communecté, qui est basée à La Réunion. Simon Sarrazin, le Lillois et tout. En fait, quand on a vu la dissolution de l'Assemblée nationale, les tiers-lieux libres open source, les tiers-lieuses aussi, qui est un mouvement aussi qui porte des tiers-lieux à but associatif, on a fait un appel, tiers-lieux de France, mobilisez-vous. Mais c'est important de rappeler ça. Pas pour faire des soirées anti-fachos. Je suis un antifa, je l'assume. Mais pas dans les tiers-lieux. Le tiers-lieu, c'est au contraire que l'antifa rencontre le fa, quoi, tu vois, rencontre le communisme, rencontre le capitalisme. Ça doit servir à ça. Il faut inviter Roussel, ça marche très bien. Avec qui? Avec Roussel, ouais. Oui. On pourrait. Mais en tout cas, ça doit servir à ça. Et surtout, ne dites pas que votre tiers-lieu devient un parti politique. Ne dites surtout pas que votre tiers-lieu devient un syndicat. Parce que là, vous aurez tout faux. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire un lieu de sociabilité pour se faire rencontrer les gens. Je comprends très bien ça. Petit détail, mais quand même, quand tu dis on n'a pas encore du sang sur les mains, on est loin du compte, hein. Ce monde néolibéral tue énormément à grande échelle. Les fringues que tu portes ont été fabriquées dans des camps de concentration au Bangladesh. Les bateaux qui se noient, les bateaux, les gens qui se noient en Méditerranée tous les jours. La férocité absolue des gardes-frontières en Biélorussie, ça tue des femmes, ça tue des enfants. On les tue par milliers tout le temps. Gaza, on est incapable de réagir à ça. Enfin, ce monde néolibéral est quand même rentré dans une phase de mort très très forte, très puissante, hein. Quand on va regarder ça dans 50 ans, je pense que ce ne sera pas du tout un monde gentil. Alors ça ne s'appelle pas effectivement complètement encore un monde fasciste, mais enfin il y a une espèce de fascisme latent qui devient quand même très très violent et meurtrier. On a du sang sur... Non, mais on a du sang sur... Parce que, pour moi, oui. C'est qu'en fait, je suis un écorché vif, déjà de base. Alors, autant te dire que quand tu t'es... Parce qu'en fait, il y a des choses, quand tu n'as pas milité, quand tu n'as pas bougé ton cul, tu te dis un matin, tu te dis, ouais, bon, allez, on va se bouger. Quand, par contre, tu as l'impression d'avoir bougé beaucoup de choses, d'être beaucoup engagé, et que c'est encore pire qu'avant, tu fais quoi? Tu deviens frustré. Quel est le point commun entre Alexandre le Grand, Napoléon et Hitler, ou Mussolini, ou Franco? C'était, quand on connaît juste un peu leur histoire, c'était des frustrés. Oui. Frustrés de quelque chose. Il faut interroger la psychanalyse, oui. Et là, on est dans la psy. Alors, les fauteuils sont géniaux. C'est pour ça que je me dis, on n'a pas encore du sang sur les mains. Mais bien sûr que moi, je pense qu'on a du sang sur les mains. Mais par contre, je le vois quand je parle avec mon entourage. Là, je reviens aux citoyens lambda. En plus, j'ai une chance, c'est que comme j'ai fait une reconversion, maintenant, je suis aussi avec des ouvriers, sans que c'est rien de péjoratif. À côté de ça, quand j'étais commissaire de la Biennale du Design ou quand j'avais une entreprise, j'ai parlé avec des grands patrons. Je te dis, j'ai parlé aussi avec des grands politiques. Donc, j'ai la chance de connaître un peu ces univers différents. Mais la majorité de mon entourage, quand je fais des points communs entre l'Ukraine, Trump, ce qui se passe à Marseille en ce moment où c'est devenu invivable, et pas parce que tu es arabe ou pas, parce que c'est les mafias qui ont pris les quartiers, donc on est bien au-delà de la race ou quoi, on est sur des... Quand tu fais des liens avec tout ça, et que tu dis je veux faire des tiers-lieux pour qu'on parle de tout ça, on te traite de fou en fait, on te dit tu me donnes mal à la tête en fait. Non, j'ai pas envie de venir boire l'apéro chez toi, ça devient toxique. Et je l'entends, tu vois, c'est pas un jugement. Mais effectivement, si demain j'étais en train de brûler, les gens diraient « Ah, il brûle ». Mais tant qu'on n'est pas en train de brûler, je pense pas qu'on réagira. Après, vu que tu m'as emmené sur ce petit point-là, en fait, c'est aussi une manière moi-même de me protéger. Moi, j'ai mes potes, là, je te l'ai dit, il y en a beaucoup, ils sont en burn-out, alors qu'ils ont 30, 35 ans, en fait. Mais ils ont tellement donné pour faire en sorte que ça aille bien. Donc oui, c'est une forme de sang sur les mains. Combien ça coûte en médicaments, combien ça coûte en détresse psychologique, etc. Moi, c'est... Ce téléphone-là que je vois, enfin, pour qu'il soit fabriqué, il y a des gamins au Congo qui mourront pendus par les pieds dans des galeries qui vont s'effondrer. Aucun n'arrive à être adulte un jour. C'est vraiment de la mort organisée par des milices. Mais il y a des degrés.
Il y a des degrés. Il y a entre le fait d'une économie et puis effectivement le fait d'avoir une mort. Tout ce que tu me dis, ça me parle. Bien sûr que ça me parle. Non, mais c'est une économie. Ensuite, ça traverse toute la planète pour que ça se transforme en coltan. Ensuite, la Silicon Valley va mettre son grain de sable. Ça finit chez Foxconn en Chine, où les filles dorment dans des dortoirs et travaillent tout le temps. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de jours de repos, il n'y a rien. Elles travaillent tout le temps. Sous leurs fenêtres de dortoir, il y a des filets, parce qu'elles sont tellement malheureuses qu'elles se suicidaient trop. Donc voilà. Ça, c'est une vision, on est bien d'accord. Autant tous brûler de main, d'accord ? Et d'un autre côté, t'as un micro, là on a un truc, on fait quelque chose, on essaye de partager un peu de connaissances, d'intelligence collective ou de ressenti, c'est bien, ça fait du bien aux gens, des médias positifs, pas mainstream. Donc d'un autre côté, où se trouve le curseur? Et c'est là que je mets mon tiers-lieu en fait. Tu me prends un petit vidéoprojecteur, tu diffuses ici, effectivement, dans ton espace de travail partagé ou de vie partagée. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu le sais comme moi, on a un côté très moraliste. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait savoir tout sur tout et tout le temps. Et du coup, on a clivé les gens. Et aujourd'hui, on a des experts de l'expertise. C'est une horreur. Par contre, les sujets en eux-mêmes, tu grattes, il n'y a rien. Donc j'entends ce que tu dis, mais je pense qu'en fait, le vote extrême droite aussi se fait par des gens, c'est pour ça que beaucoup d'ouvriers ont été là-dedans, qui en fait, ils font un vote de contestation en se disant, de toute façon, tout ce que je fais, c'est mal, dès qu'on fait un truc, c'est le mal. Il ne s'agit pas de dire ça, en fait. C'est là que le tiers-lieu devient intéressant. Il s'agit collectivement, par contre, de voir qu'est-ce qui va mal, qui tourne mal, et comment on peut agir. Parce que si tu dis à quelqu'un, ça va mal, moi je l'ai souvent dit à des grands penseurs, je pense à des gens que j'ai croisés dans les tiers-lieux, et quand je leur disais, écoute, si tu dis pas aux gens que lundi d'après, ils peuvent aller dans un lieu de sociabilité en bas de chez eux et mettre en pratique ce que tu nous as dit dans ta conférence, s'il te plaît, tais-toi. Parce que là, tu as dit à tout le monde que le monde allait crever, que c'était la fin du monde, etc. Ben, je pense qu'en fait, s'il n'y a pas de solution, je pense que ça, c'est aussi très violent. Alors, je ne fais pas de résumé pourquoi l'extrême droite est là-dessus, mais on le sait, toi comme moi, le vote extrême droite n'est pas qu'un vote raciste aujourd'hui. Je pense qu'il le reste fondamentalement, mais on n'est plus dans le vote raciste du père Le Pen. On est dans un vote, effectivement, de rejet, un vote de peur. Les peurs, on sait où amènent, mais on est un vote de peur, de rejet. Et aussi de rejet parce qu'on ne peut plus maîtriser tout. Je crois, moi, que c'est beaucoup une question d'impuissance. D'impuissance, voilà. Énormément. On ne peut plus agir. On ne peut plus agir. Le pouvoir d'agir que je te parlais tout à l'heure. C'est typiquement, pour moi, l'extrême droite, c'est une forme tout à fait convenable dans l'évolution néolibérale en période de crise. On ne peut plus, ça ne sert plus à rien de voter. Tu vois bien ce qui se passe. Voilà. Le message, il est fort. Hein. Oui, le message est très clair. Vous emmerdez pas, vous déplacez. On s'en fout. On va continuer de faire ce qu'on a envie de faire. C'est horrible, mais oui. On va changer les premiers ministres tous les 15 jours, si vous voulez. L'émotion de censure, on s'en fout. On trace la route. On supprime, là, ils ont supprimé les services civiques, ils suppriment plein de trucs. Ils s'en foutent, ils tracent. Donc, effectivement, cette impuissance. Alors, évidemment, je pense que c'est très naïf de croire que l'extrême droite va changer quelque chose. Ça c'est pas vrai. Mais devant cette impuissance, on se dit... Elle emmène le plein emploi, généralement, l'extrême droite, dans l'histoire. Oui. Une bonne guerre, t'en zigouilles plusieurs millions, derrière t'as le plein emploi pendant 20 ans, 30 ans. C'est bien contre ça qu'on lutte. Et voilà, comment trouver des alternatives ? Et comment arriver à dire, mais justement, abandonnons ce système qui ne fonctionne pas, cet arc républicain dont on ne parle plus que de ça maintenant, et si on n'est pas dedans, on est attaquable à tout point de vue. À un moment donné, il faut dire non, on n'en veut pas de cet arc républicain. Et pour ça, tu dois donner des clés de lecture, oui, ça, il faut, qui ne soient pas moralisantes, et qui ne soient pas trop loin, pour que tu puisses agir dessus. Bien sûr. Il y avait, dans ce que tu dis, on a parlé de TAN par exemple tout à l'heure, à l'époque, quand on était sur Movilab, il n'y avait pas encore l'esprit tiers-lieu dans ce qu'on faisait. On faisait plutôt d'intelligence collective à cette époque-là. Ça t'a dû entendre parler des TICA, territoires intelligents et communautés apprenantes. C'était ça notre fonds de commerce, entre guillemets, en disant aujourd'hui, il faut qu'il y ait des territoires résilients. Et donc, c'est l'application de l'écologie sur le métabolisme des territoires. Et donc, à ce moment-là, je me rappelle, il y avait France 5 donc, qui nous avait contactés parce qu'une journaliste était en train de faire un documentaire, d'ailleurs, qui est sorti, qui s'appelait « Faudrait-il pas une bonne guerre ?» Tu sais, cette expression de bistrot, une bonne guerre, on n'en parle plus. Donc là, ça me fait rebondir à ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, moi, c'est ça que j'aime dans mon tiers-lieu, c'est qu'en fait, on parlait de ça. C'est-à-dire que là où on nous attendait, tiers-lieu de gauchistes, ouais, vous allez dire qu'il faut faire la révolution, le machin. Puis en fait, les gens venaient, on leur invitait juste à manger un petit coup, venaient avec un verre de quelque chose, et emmenaient une petite galette et tout. Puis après le boulot, 6 heures, on laissait le comptoir numérique ouvert, et puis on mettait le petit vélo proche, on parlait. Et en fait, on leur disait, ce soir, on voudrait plutôt vous parler, est-ce qu'on ne serait pas un peu égoïste ? Tu vois, tu prends les gens à contre-courant. C'est ça aussi le tiers-lieu que j'aime bien, c'est que tu entends des choses
que tu t'attends pas. Alors que quand je vais dans un truc, comme il y a 15 jours, j'étais avec les listes de gauche plurielles pour savoir, tu sais, il y a les élections municipales dans un an. Donc à Saint-Étienne, ça commence à se travailler maintenant. Donc tu as les communistes, tu as les Verts, oui, tu as tout Pierre ça. Driot veut se représenter, Pierre c'est Driot extraordinaire, c'est juste extraordinaire. Non mais dans l'impuissance des gens, il y a ça. Il y a ça, ouais. En disant, il y a quand même une classe aujourd'hui qui n'est plus concernée par la justice. Mais pour le coup, pour pas digresser sur le coup, Ouais. c'est juste pour te dire que quand tu vas dans ces trucs-là, t'es gauchiste, on va te faire du truc de gauchiste. T'es centriste, on va te faire des trucs de centriste. Ce que j'aime du tiers-lieu, c'est pour ça que je dis qu'il est si essentiel à notre société, c'est que quand tu sors d'un tiers-lieu, en fait, il t'a bousculé et t'as rencontré des avis contradictoires. Où est-ce qu'il y a des avis contradictoires? Et en plus, tu peux jouer avec. Alors qu'aujourd'hui, les avis contradictoires, on regarde tous. La 5 et le quotidien. Et même des gens de droite que je connais regardent ça, et des gens de gauche que regardent. On dirait que Quotidien et France 5, c'est devenu les deux trucs bankable, mais c'est lisse quand même. Ça reste du mainstream. Même si j'aime beaucoup plein de choses, comme tout le monde, je ne suis pas contre ce genre de médias, mais ça reste quand même cool. On est un peu dans le stand-up aussi. Moi, j'aime le stand-up. Je suis un enfant de Jamel Comedy Club, de Alban Ivanov, tout ça. Il faut savoir aussi un peu se dérisionner. Sinon, c'est chiant en fait. Et je dis juste que attention à nos médias de gauche ou nos partis comme de gauche, où tu vas passer ta journée et en fait, tu es convaincu entre convaincus. Moi, déjà, j'étais militant plus de 20 ans chez les Verts, donc c'est pas un scoop. C'est le seul endroit. Alors, j'étais pas forcément encarté, mais j'ai fait toutes les campagnes, les tractations et tout, parce que je pensais effectivement, on est une planète pour vivre, One Planet Living, tout ça. L'empreinte écologique nous a montré qu'on en mangeait plusieurs. Donc pour moi, les écolos, c'était une évidence. Mais moi, je leur disais tout le temps, arrêtez de m'emmerder avec vos réunions publiques, j'en pouvais plus. On se parlait entre des profs qui roulent en kangou avec leur puis canadien, machin. Je dis, mais moi, je veux aller à un congrès du Front National, en fait. Peut-être je me ferais défoncer, mais au moins, j'aurais l'impression de convaincre des gens, quoi. Et c'est ça que je veux dire. Moi, je suis sur mon sujet des tiers-lieux. C'est qu'en fait, on a besoin de ces endroits, non seulement où on parle de choses globales, pensée globale, mais qu'on donne à agir local. Et aujourd'hui, je pense que le fait qu'il n'y a pas d'endroit où on donne à agir local, et j'en vois de moins en moins, ben ça se complique. Je ne sais pas s'il y en a moins, ça, je n'ai pas les stats, hein, j'en sais rien. Il y a quand même un tissu, alors c'est plutôt un tissu associatif. Autour de Saint-Étienne, il y a quand même énormément de gens qui bougent, qui s'interrogent, qui essayent de mettre en ligne le plus d'informations possible. Et je sais pas, moi je fais partie, je suis dans le C1 du CTC 42, il y a quand même une volonté d'expliquer aux gens ce qui se passe, et tout n'est pas noir, il y a des fresques du climat, il y a plein de choses, les fresques du temps profond. Enfin, il y a plein d'initiatives qui sont quand même assez positives et qui aident quand même des gens qui sont peut-être bloqués dans leur boulot, dans plein de choses. Toi, je sais faire devenir positif, c'est parfait. Non, mais je suis pas. Je suis d'accord. J'ai pas dit que je ne l'étais pas. Je suis tombé tout à fait dernièrement sur une conférence de Lordon où il parle de psychanalyse, où j'ai appris énormément de choses sur qu'est-ce qui se passe dans le début de vie et qui peut expliquer ce qui nous arrive à grande échelle. Non, faut être positif, ça je suis d'accord avec toi. Je dis pas que... Alors positif, si on donne des moyens d'agir. Oui, si on fait du positif, parce que ça c'est aussi un truc que je souffre dans les tiers-lieux d'aujourd'hui. C'est mes amis, je vais pas dire ça, mais on fait bientôt un séminaire. Moi je trouve que le côté ouais super, ça va être trop bien et tout, ça part d'un bon sentiment. Oui, parce qu'il y en a marre de tout voir en noir. Ouais, mais désolé, mais si on donne pas à agir, soyons pas trop positifs, parce que tu l'as dit très bien pendant cette interview, l'heure est grave. Et moi, il y a 15 ans, j'étais privilégié. Je disais, des crises vont arriver. L'empreinte écologique, des choses vont arriver. Le rapport Meadows en 72. Là, on est dedans. Le rapport Meadows, il s'est vendu à 13 millions d'exemplaires. Fin des années 70, tout le monde est persuadé que c'est perdu. Et en fait, le néolibéralisme, bon, à travers toutes ses chaînes, à travers tout son cinéma pseudo-médiatique, il arrive à tordre le cou à tout ça. Et finalement, on l'a avalé, puis on est passé à autre chose. Mais en fait, ce rapport Meadows est toujours là. Pour moi, on est les enfants de ça, en fait. Absolument. Moi, quand je m'intéresse à l'empreinte écologique, c'était les gens... Ah oui, bien sûr. J'avais à peu près tout compris. Ouais. Avec des pauvres ordinateurs qui avaient la puissance de mon téléphone, même pas, ils avaient modélisé à peu près ce qui, aujourd'hui, est en train d'arriver. Ils ne s'étaient pas trompés. Et on est dedans. Oui, et on est dedans. Ça va arriver, on est dedans, quoi. Et alors moi je suis positif, j'ai envie de l'être, et chaque fois j'essaye de finir quand même les interviews avec une note d'espoir. Voilà, c'est vrai que je suis comme toi, exactement comme toi, et comme à peu près tous les gens qui sont passés là. C'est quoi les bons leviers
pour essayer d'échapper à cet effondrement de la morale, effondrement du climat, effondrement de tout ce qui fait qu'en fait cette planète est vivante. C'est vraiment les leviers, et c'est pour ça que je te fais venir avec ces tiers-lieux, c'est-à-dire que je crois effectivement que ça passera par de la dissidence, ça passera par des endroits où va s'organiser une résistance, voilà, une résistance, j'aime bien cette idée d'archipel du vivant. C'est tous ces lieux qui parlent entre eux, les crapauds fous, nous, Alternativa. L'archipel Damasio aussi, avec Fugitif. Oui, Damasio est fabuleux, évidemment. Et lui, il a déjà une vision très sur les archipels. Oui, on rêve de recevoir Damasio. Évidemment. Donc non, c'est bien positif l'idée, bien sûr. Et comment va s'organiser cette résistance? Comment, effectivement, les pouvoirs publics, à la solde du néolibéralisme, évidemment, s'insinuent partout pour essayer de faire taire aussi ces résistances-là. Et c'est tout ce jeu-là qui nous intéresse. Alors déjà, moi je pense que surtout, c'est le fait qu'on arrête de déléguer à un État notre vivre ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, l'État, la seule fonction qu'il a, il a été intéressant en 1789, mais aujourd'hui, c'est une surcouche pour des choses vivre ensemble. Sans tomber non plus sur les quartiers, tu sais, mon Pussy, mon quartier et tout, où effectivement après, les riches ne veulent plus payer pour le quartier du pauvre et tout, il faut qu'on ait une vision globale. Donc en ça, l'État est intéressant quand il est dans l'égalité, la fraternité. Par contre, aujourd'hui, il joue moins ce truc-là, il joue plutôt de la défiance. Je vais dans ton sens, quand tu entends Rotaillot qui nous parle, il attise les violences, en fait, ce garçon. Je suis à la limite à regretter le casse-toi pauvre con de Sarkozy, quand même. Hein. Oui, il y avait quelque chose de populaire qui manquerait presque. Il restait encore sympathique de ce côté-là. Vous en avez marre de la racaille, on va nous en débarrasser. C'était tellement décalé que c'était rigolo. Là, moi, quand je vois la violence qu'il y a aujourd'hui, d'abord Darmanin et aujourd'hui Rotaillot, et que maintenant, t'en as un, il a la justice et l'autre à l'intérieur, là, ouais, je pense que c'est plus drôle. Et cet état-là, si c'est eux qui sont chargés de nous faire vivre ensemble, moi, je me suis installé dans un petit village, la Valangier, alors que j'étais Saint-Étienne. Moi, mes parents étaient nés à Saint-Chamond. Je suis berrichon, mais voilà, notre famille venait de Saint-Chamond à la base. Moi, j'ai eu des conflits dans mon village, normal. Les anciens, les nouveaux, en plus un village qui vote, c'est connu dans la Loire, excessivement à extrême droite depuis des années. Le maire, il n'est pas venu nous aider. Le maire, il est venu dans un conflit il n'y a pas longtemps pour mettre de l'huile sur le feu entre les deux. Donc en fait, effectivement, si cet état-là, je parle du maire en tant que représentant l'autorité publique, si on attend que ces gens-là viennent nous aider à ce qu'entre fachos, communisme, machin, on vive mieux, on est dans la merde. Là, on peut sortir les fusils. D'ailleurs, à la vallée, ils sont tous équipés avec le fusil de chasse. Hein. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il faut qu'on rapprenne à vivre ensemble, et donc ça va dans le sens positif, si on fait des tiers-lieux. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de créer des lieux physiques. Il y en a plein des lieux physiques. Il s'agit que la population décide de faire tiers-lieux et de recréer des lieux de sociabilité, d'ouverture, de rencontres, et par contre, de mettre les pieds dedans, quoi. Ce que je reproche aujourd'hui, c'est que soit on est trop dans l'énervement et on fait un plaidoyer négatif, et j'avoue, même moi, j'arrive plus à l'écouter. Et d'un autre côté, si c'est juste un truc de béné oui, ouais, c'est trop bien, cours de yoga, machin, macramé, tu sais ce que c'est. Moi, mes jeunes, je les ai perdus. Dans mon camion, on a fait 80 000 km l'année 1 an et demi, puisque j'ai animé un programme là, pour la Fondation de France qui s'appelle Pouvoir d'agir en tiers-lieu. Et je crois encore sur le pouvoir d'agir des tiers-lieux. C'est le dernier point sur lequel je crois qu'ils ont une mission. Redonner du pouvoir d'agir. Là, j'en ai deux. Une qui est partie à Grenoble et l'autre à Chambéry. Ils ont complètement arrêté, ils ne veulent plus entendre parler des tiers-lieux. Et puis l'autre, elle est partie au Portugal. Et là, en ce moment, elle est à La Réunion et a fait carrément un autre boulot. Alors pourtant, ils ont travaillé sur la question des tiers-lieux, mais pour eux, ce côté macramé, c'est trop béné oui, alors qu'il y a des vrais enjeux. Donc pour aller dans le sens que tu dis, je pense que déjà, dans le pensée global, agir local, je pense qu'il faut absolument qu'on revienne à de l'agir local. Les tiers-lieux sont le prérequis. Et que par contre, il faut absolument que les tiers-lieux arrêtent de croire qu'ils sont une entité morale à part entière. On ne veut pas savoir ce que pensent les tiers-lieux. Les tiers-lieux n'ont pas à penser. Les tiers-lieux à juste permettre de la sociabilité. Ceux qui doivent penser, c'est les citoyens, les associations que tu as très bien dit. À Saint-Étienne, il y a des tas d'assauts. Le CTC, le CREFAD, il y a le collectif des transitions qui fait un boulot extraordinaire en ce moment. Oui, le Treuil est fabuleux. Le Treuil, sur la partie effectivement ferme. Il y a la partie également rue du développement durable. Il y a le remue-ménage. Et il y a le Orsa Minor, les Gueules Noires. On a la pépinière qui fait des bureaux partagés. Ben, ils font aussi des petits pots, ils font de l'ESS, ils font des trucs, quoi. Donc je pense que c'est eux qu'on doit valoriser. Donc, et là aujourd'hui, je vois malheureusement des tiers-lieux qui d'un seul coup disent on est une politique à part entière et deviennent concurrents à ces structures-là.
Et là, ça pue là. Là, si on continue comme ça, allons directement à la troisième guerre. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et à côté de ça, par mon côté, maintenant, je suis arboriste grimpeur, mais je suis aussi expert arboricole, donc je suis devenu botaniste là-dessus. Et je voudrais juste ramener une chose, c'est qu'en fait, on ne se bat pas du tout pour la nature. Il faut qu'on arrête, écolo, tout ça, de dire, ouais, on se bat pour la nature. La nature a qu'une chose, c'est qu'on crève. On a un cancer pour la nature. Les premiers arbres, ils ont 380 millions d'années. C'est les conifères. Avant, c'était plutôt des grands palmiers. Il y en avait d'autres. La planète, elle a 5 milliards d'années. Les premiers arbres, 380 milliards d'années. Le palmier, je crois, n'est pas un arbre, je crois. C'est pas un arbre, oui, c'est des skips en fait, c'est juste de la fibre. C'est ça, oui. Et donc, c'était des grandes skips comme ça qu'on avait avant. Et ensuite, on arrive 380 millions d'années, pas milliards, 380 millions d'années, les premiers arbres, autant que tels, qui sont plutôt les résineux. 140 millions, 150 millions, là on est sur les gymnospermes, à savoir les angiospermes, à savoir les arbres à fleurs, donc les feuillus. Donc c'est pas vieux. Et l'être humain, 2 millions pour le premier humain, mais Homo sapiens, c'est 300 000 ans. Oui, je suis donc bien, en fait, un battement de cils. Oui. Et là, on a dégommé en un siècle, parce que la nature, elle avait mis 500 ans à faire. Donc, je dirais juste, relativisons aussi, détendons-nous, à part nous faire péter, nous, le monde ira très bien. Donc quand je vois qu'il y a aussi les copains écolos, machin, qui disent la planète va crever, etc. Non, c'est nous qui allons crever. Mais aujourd'hui, même si je pense qu'avec même Nagasaki, Hiroshima et ce que tu veux, si demain on doit tous crever, les dinosaures ils ont crevé, on peut crever. Oui, non, mais j'entends bien. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est aussi que dans cette horreur-là, on consomme déjà 1000 milliards d'animaux vivants tous les ans, et qu'avec notre effondrement, il y a quand même une quantité vertigineuse d'espèces qui sont là depuis des millions d'années, qui ont évolué, qui sont améliorées, qui ont appris à collaborer. Enfin, tout ça, ça va partir avec l'eau du bain. Insectes, oiseaux, c'est chaud. Hein. Oui. Enfin, moi, ça part avec l'eau du bain. Et dire, bon, ben nous, on va crever, c'est pas grave. Admettons qu'on en soit co-responsable, mais enfin, avec l'eau du bain, va partir quand même des millions d'espèces qui n'y sont pour rien. C'est une manière de se redire aussi sur quoi on se bat, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, je vois un côté aussi trop, on se bat pour la nature, pour les générations futures, etc. Il faut déjà pas parler de nature pour commencer. Déjà, c'est un peu ça que je veux mettre en avant. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ces contextes très anthropocentrés, il faut arrêter avec ça. On est la nature. Et on est la nature, en fait. On a un cancer dans la nature, mais on en fait partie. Et on en fait partie. Et je pense que ça, c'est une manière de faire des choses plus positives et que c'est permettre du pouvoir d'agir, justement. Alors que là, de tout le temps se cacher derrière ce qu'on fait, parce que là, par exemple, juste avant de venir, je me suis arrêté vers Saint-Étienne, bah ouais, il y a des belles grosses bagnoles. C'est quand même bien aussi de conduire un jour une belle grosse bagnole, des belles maisons, c'est bien d'avoir... C'est-à-dire qu'en fait, juste ce côté moralisateur, on se rend compte que ça s'empire. Donc je voudrais juste qu'on n'oublie pas qu'en fait, c'est juste que l'humain, c'est peut-être pas si mal. Ce qu'on fait aussi, il n'y a pas que de la merde. Et qu'en fait, ces humains, c'est peut-être bien d'en prendre soin. On a peut-être encore des choses à vivre, en fait. Et là, ça devient un peu plus poétique. Et juste de dire qu'en fait, on se bat au quotidien pour que l'humanité continue, plutôt que de dire « je me bats pour la nature ». Non, on se bat pour l'humanité, en fait. Et ça, c'est plutôt des choses sympas. Et je te dis, pour revenir... De toute façon, on ne pourra pas, nous, continuer si on n'a pas pris soin de la nature avant. Ouais. Et ce sera ensemble ou pas. Et au quotidien. Et ce sera ensemble ou pas. Ouais. Parce que de toute façon, sinon on s'effondre et partira avec nous. Sauf que là, ce qu'on voit actuellement, les Musk, on n'en a pas beaucoup parlé, les IA et tout ça, eux, ils sont persuadés que la nature, on l'a pourrie et on va être sur Mars, on va ailleurs, quoi. Donc, en fait, il y a cette fuite également qui est là-dessus. Mais ça sera un autre sujet, effectivement. C'est très étonnant de dire on a un cancer qui va détruire notre planète, on va aller sur une autre. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a un cancer, on va la tuer aussi. Et en fait, c'est là que c'est passionnant, c'est là que c'est intéressant, c'est justement où sont les leviers, comment penser les choses autrement. Tu parlais des voitures confortables. Oui, il faut peut-être pas s'y opposer, mais la question, pourquoi une voiture reste les 98% de son temps garée devant des maisons, c'est idiot. Moi, j'en ai une et sert que quand je m'en sers pas, déjà pourquoi j'ai une voiture moi, ce qui n'a aucun sens. Mais tant mieux si elle est confortable, mais quand elle roule pas pour moi, qu'elle roule en fait, que des gens s'en servent. Et ça, c'est ce qu'on croyait au début. Puis il faudrait qu'elle soit un peu pleine de monde en fait, parce que des voitures vides, c'est quand même très con. Et voilà, enfin, il y a des tas de choses à faire, certainement pour diviser par 10 une empreinte carbone et une empreinte écologique globale. Mais là, dans ce que tu dis, si je peux me permettre, en fait, c'est un bon exemple que tu parles de ta voiture. Tu pourrais parler de la perceuse qui travaille 12 minutes dans sa vie. Oui, c'est ça. Une perceuse, elle sert 12 minutes. Ouais. Et en fait, justement, on est en 2010. Le Time vient de publier à sa une « L'économie collaborative, une des révolutions majeures du XXIe siècle ».
Et donc, ça va donner des collectifs, en particulier un qui a disparu l'année dernière, il a arrêté, c'est WeShare, dont on a fait partie à Saint-Étienne. Et justement, c'était se rendre compte que parce que les objets dormaient, on pouvait faire autrement. Sauf que tu as eu quoi derrière l'ubérisation de la société? Donc, c'est aussi pour ça, parce qu'il n'y avait pas de tiers-lieu à ce moment-là. On fabriquait des startups qui allaient faire partage-ton-frigo.com, partage-tes-outils.com, en fait, c'est se les louer. Et en fait, ce qui était une chose spontanée à l'époque, qui était de se prêter les choses, faire du stop, bah, tu fais plus du stop, tu fais du blablacar. Donc tu vas payer pour ça. Tu fais plus, tu t'héberges un voyageur, tu pouvais l'héberger Couchsurfing. C'était une plateforme qui permettait de prêter un canapé. Bah, c'est devenu Airbnb, avec une valorisation de 31 milliards de bénéfices. Il y avait de l'atroce, on a fait du suratroce. Je reviens sur mes tiers-lieux. Si la technologie est en train de s'étendre, d'ailleurs c'était dans le manifeste, c'est ce qu'on a mis avec Antoine, il ne s'agit pas de savoir si émergence il y a ou pas, mais ce qui émerge est bon pour nous en fait. Et c'est ça, et ça c'est l'ancrage. Et pour moi le tiers-lieu s'il n'est pas ancré, par contre ça peut être le banc public du coin ou ta maison, ou la maison de quartier, mais en tout cas un tiers-lieu ça doit être ancré. Quelque chose qui est touchable, quelque chose où je peux aller, et avec un accueil inconditionnel. Ça c'est hyper important aussi. Et aujourd'hui, ce qui est dramatique, et ça, c'est mes amis qui m'ont alerté, ils ont raison. Ils me disent, ouais, tu sais, yo, putain, t'as beau défendre le tiers-lieu, mais aujourd'hui, c'est devenu déjà une soupe au niveau politique, hein, soyons clairs. On se retrouve à avoir des concurrents qui sont financés avec de l'argent public, alors qu'en fait, c'est que des business privés. Il y en a, ils font changer leur toit, leur tuile de toit, alors qu'à la base, ça devait aider à faire du lien social et tout. Et puis, dès qu'on a le malheur de faire un truc à contre-courant, contre un engagement républicain, on en a parlé dans cette interview. Enfin bref, il y a ça qui est horrible. Et par contre, nous, on venait dans ces lieux parce qu'on avait quête de sens, pas beaucoup d'argent, on ne pouvait pas créer notre entreprise comme on voulait. Donc, au moins, c'était un lieu d'accueil. Là, maintenant, on va dans des lieux, ils nous font des levées de fonds. Ils nous demandent de les payer pour que le lieu existe, pour qu'on paye un salarié dans ce lieu. Tu vois, ça s'est renversé là-dessus. Et ça devient pathétique, en fait. Moi, aujourd'hui, il y a des tas de lieux en France, alors que, confidence pour confidence, on n'a pas fait beaucoup dans cette interview. J'ai beau avoir beaucoup de bienveillance et de bientraitance pour les gens, parce que j'aime les gens profondément, mais aujourd'hui, aller dans les fauteuils de psy, en fait, là, j'en vois, ils créent des tiers-lieux, mais c'est parce qu'ils ont des besoins de reconnaissance de leur père, d'autres des reconnaissances de leur femme, Dans ce monde des tiers-lieux, en fait, il y en a énormément qui auraient des besoins de psy. Comme pareil, un truc aussi que j'ai eu sur les routes, je ne comprenais pas qu'on attire tous les Asperger, schizophrènes, bipolaires. Puis à un moment donné, franchement, on les attirait, quoi. Et j'ai eu sur une conférence, c'était à Paris, et il y avait un psychiatre qui était dans cette conférence, c'était un sujet aussi, tiers-lieu, numérique et tout, et ils avaient invité un psychiatre. Et donc dans les loges, on s'est parlé. Excusez-moi, mais peut-être que c'est le moment idéal pour moi. Ça fait des années que je fais les tours de France, je vais dormir sur les canapés, et ces maladies que je ne connaissais pas, je les vois partout. Et là, le gars, il sourit un peu, et il me dit, bah, je pense que vous avez la réponse. Je dis, non, si je vous demande et tout, bah si, vous avez un peu la réponse. Je vous ai entendu parler tout à l'heure sur la conférence, vous avez la réponse. Bah non, et une fille, vous avez dit c'est transversal. Ça passe d'un sujet à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de parler de la famille, on est parlé du travail, on est capable. Alors, famille, patrie, je ne veux pas dévier là-dedans chez Pétain. Mais en tout cas, voilà, on est capable de parler de la famille, on est capable de parler du boulot, des loisirs, tout ça dans la même phrase. Dites-nous dans la société où on peut faire ça. On se fait jeter ailleurs. Et là, vous, dans vos tiers-lieux, et le point commun d'un autiste, d'un schizophrène, d'un Asperger bipolaire, c'est justement ces croisements comme ça. Et donc voilà, il y a ça aussi dans les tiers-lieux, c'est que c'est un espèce de... Ça part dans tous les sens. Et c'est pour ça que je parle aussi de l'histoire de la coke, c'est que de partir dans tous les sens, pas tout le monde est prêt avec ça. Pas tout le monde est prêt à se lever le matin en sachant pas comment il va vivre à la fin de la journée. Et d'autres, ça les stimule, ils ne peuvent pas être salariés. Ben là, c'est la même chose. Donc je reviens sur ces histoires de tiers-lieux, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'avenir qu'on a. On a loupé l'entrée là, des tiers-lieux dans cette vraie société, ça fait mal. On a tué le service public, on a tué les partis politiques, on a tué le syndicat, pas les tiers-lieux, mais on a accompagné cette mort. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se réveille et on décide de refaire des vrais tiers-lieux pour remettre du vivre ensemble et du pouvoir d'agir? J'insiste bien sur ce mot-là, qui est très éduc-pop. Ou alors, dans ce cas-là, tournons-nous direct, mettons-nous le feu et c'est fini, quoi. Oui, c'est la marque. Pour le moment, on va vers là, de toute évidence. Et on n'a toujours pas compris que ça ne marchait pas. Trump a été réélu. Parce que oui, on n'a pas du tout parlé du reste du monde. On est bien réélu. Hein. Très bien réélu, très très clairement. Donc de toute évidence, on n'a pas compris le message. On n'a pas compris, on continue de croire que le capitalisme va nous sauver. Et ça paraît totalement insensé, mais on en est là. Ça se passe comment dans le reste du monde, cette notion de tiers-lieu? Alors,
D'abord, au niveau des États-Unis, ils parlent de source place, et c'est quand même resté, donc à ce que j'en sais, hein, ce que j'en sais, d'accord, ça reste quand même une vision d'un sociologue des années 80. Aujourd'hui, la question, elle est quand même pas très étudiée. En plus, les tiers-lieux, c'est la question du pendulaire. En gros, on irait plutôt du côté de l'Angleterre, tu vois, les pubs. Tu as fini le boulot, tu es dans Londres, le soir, tu reviens, tu passes par le pub. Donc en fait, la notion de tiers-lieu, c'est un non-sujet, parce qu'elle est quand même dans les lieux de vie, en fait. Et surtout, elle est traitée par Oldenburg, elle est vraiment traitée comme le lieu du quotidien. D'ailleurs, c'est pour ça que le dernier livre d'Antoine Buré, que je te conseille vraiment, qui s'appelle, autant le premier, ça s'appelait Tiers-lieu plus ses affinités. Et pour la petite virgule, en fait, Antoine l'a écrit au moment où il écrivait sa thèse. Et lui, au lieu de mettre 3 ans ou 5 ans, il a mis 7 ans. Déjà parce qu'il a autofinancé sa thèse. Et puis, c'est que le sujet était tellement protéiforme, tout ça, qu'il a dû écrire un livre au milieu qui s'appelle Tiers-lieu plus ses affinités. C'est un truc en 4 chapitres pour voir un peu où on en est. Par contre, le dernier qu'il a écrit, là, il a mis du temps. Et il a été à Cuba, il a été aux États-Unis, il a été en Égypte, il a été en Amérique du Sud. Enfin, il a fait pas mal de choses là-dessus. Étudier même les communautés LGBT en Afrique et tout. Enfin, tout était mélangé là-dessus, et voir cette notion du tiers-lieu. Donc aux États-Unis, je dirais qu'on est plutôt sur le lieu ordinaire du quotidien. Et le meilleur exemple a été Starbucks Café, comme je disais tout à l'heure, où en fait la chaîne Starbucks Café a dit c'est des tiers-lieux en fait. Donc tout ça, tu le retrouveras dans le livre. Nos Starbucks sont des cafés. Le Viens comme tu es de McDonald's également aussi. Par contre, d'autres endroits comme Cuba, il en parle très bien aussi, c'est des lieux de contrôle du pouvoir. Et c'est ce qui, pour moi, c'est là que ça se ressemble plus avec la France. En fait, un tiers-lieu peut être un super lieu de contrôle de pouvoir. Et pour moi, les tiers-lieux manufactures de territoire, fabriques de territoire qui sont labels de l'État, sont les tiers-lieux de Cuba où en fait, on contrôle la population grâce à ça. Tant que tu ne sors pas du truc, tu as le droit de faire le bobo gauchiste Sciences Po. Par contre, si jamais tu sors du truc, de suite, on te supprime les subs ou alors on te fait un rappel à l'ordre et tout. Donc finalement, ton impact dans la société positive, il est quand même limité. À côté de ça, les tiers-lieux en Afrique, alors là, France Tiers-lieux vient de publier un truc, ça me fait rire, ils découvrent les tiers-lieux au Togo ou quoi. En fait, nous, on s'est inspiré en France des tiers-lieux. Mais ça s'appelait Imagination for People à l'époque. C'est Jean-Michel Cornu qui travaille sur l'innovation, qui avait lancé Innov Africa à l'époque. Alors le titre fait très colonial, mais connaissant Jean-Michel, c'est loin d'être le cas. C'est vraiment une manière de coopérer. Et c'était même le début des Fab Labs. Et en fait, toutes les communautés africaines, Abidjan, que ce soit le Burkina Faso aussi, sauf qu'en fait, ça ressemblerait plus à une espèce d'hybride de maison d'association chez nous, tu vois. Et c'est un endroit où l'accès à Internet, l'accès à des ordinateurs ou des choses comme ça était permis. Donc ça existe déjà. Simplement, ils n'allaient pas utiliser le mot tiers-lieu. Ils l'utilisent depuis que nous, en France, on l'utilise, parce qu'ils sont quand même bien connectés avec nous. Les Belges, j'ai beaucoup bossé avec les Belges. Alors eux, déjà, sur la vie associative, il n'y a pas les associations, les ASBL. C'est un autre système. Donc, ils n'utilisaient pas le mot tiers-lieu. Par contre, aujourd'hui, ils sont très tiers-lieu Fab Lab, espace de coworking. Voilà, sur ça, j'étais à Porto aussi, au Portugal. Eux, en fait, c'est pareil, ils n'utilisent pas directement le mot. Et puis là, petit à petit, il commence à y avoir des rencontres européennes. Donc, je sais que l'Association nationale des tiers-lieux, il y a quelques jours, là, ils disaient qu'ils étaient avec des liens européens. Mais pour moi, là, ils sont trop dans des liens européens, mais pour le financement. Pas des liens pour essayer de savoir. Donc nous, à Relief, donc le réseau d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a été contactés par les Italiens, qui sont en contact également avec des Roumains, Italiens, Polonais, et qui nous ont contactés, c'était il y a 6 mois, donc là, ça se fait doucement. Et ils disent, on aimerait bien avoir des retours des Français, parce que la politique publique très tiers-lieu, c'est très français. Hein. En Europe, il n'y a pas une politique dédiée au tiers-lieu, quoi. C'est vraiment un mal français, ça. Et ils nous disent, en fait, on entend le message. On pense que ces tiers-lieux sont vraiment importants. Ça, c'est cool. Ils l'ont entendu. Par contre, ils se disent, nous, les messages qu'on a par vos institutions, on va dire, officielles, qui sont payées pour ça, que ce soit des ambassades, soit des ministères, ils disent, cela, ça pue, quoi. On sent que c'est pas notre truc. On sent qu'ils viennent trop nous vendre quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on pourrait savoir aussi qu'est-ce qui ne marche pas dans ces tiers-lieux? Et donc, on en est là. Donc, j'ose espérer, on dit qu'il faut être positif, j'ose espérer qu'effectivement, l'erreur d'avoir fait une politique publique dédiée aux tiers-lieux, même si c'est comme la carte, mais il s'accroche en ce moment. Tu as l'Association nationale des tiers-lieux, parce qu'on n'a pas parlé comment tout ça s'est fabriqué, mais c'est assez simple. Mais l'Association nationale des tiers-lieux aujourd'hui, qui essaye de se dégager du groupement d'intérêt public, parce que c'est devenu un groupement d'intérêt public, France Tiers-Lieux, qui réunit 5 ministères,
Ben, aujourd'hui, même eux, ils essayent de dire oui, non, on ne fait pas partie de ce monde-là, nous on est les tiers-lieux qui sont bien, mais la réalité c'est qu'en fait, voilà, ils sont complices d'une politique publique, et ils prônent une politique publique. En ce moment, ils font du gringue aux députés, aux sénateurs, parce que dans le cadre du budget, ben, nous aussi, hein, il y a 80% du budget qui est foutu à la poubelle. Oui, ça montre bien que les politiques publiques en fait n'ont rien compris aux tiers-lieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des maires qui me le disent, et ils me disent, non mais nous, on ne veut pas soutenir les tiers-lieux, parce qu'en fait, ça casse notre service public. Et moi, je leur dis, mais vous avez raison, j'ai jamais voulu ça, je m'en excuse. Hein. Moi, à la base, le tiers-lieu ne devait pas même d'avoir d'argent. Et ils disent, ouais, mais chez nous, en fait, on n'a plus de pôle emploi, on n'a plus de maison de quartier, on n'a plus de piscine. De Par poste. Contre, on nous dit, on va donner 50 000 balles à un lieu, il va vous faire tout ça. Oui, bien sûr. Ça n'a pas de sens, en fait. Et aujourd'hui, tu as l'Association nationale des tiers-lieux qui aujourd'hui fait du lobbying, et ils arrivent hein, auprès de députés, de sénateurs, pour dire il faut une politique publique dédiée aux tiers-lieux. Alors qu'en fait, c'est une catastrophe, en fait. Mais bon, aujourd'hui, on en est là. Et donc, en Europe, je sais qu'ils entendent le mot. C'est quand même bien la France qui l'a bien porté. Mais qu'ils aimeraient entendre d'autres sons de cloche que les tiers-lieux, c'est trop bien. Parce que c'est pas vrai que c'est trop bien. Par contre, c'est indispensable. J'espère avoir été convaincant là-dessus. S'il n'y a pas de tiers-lieux, on va directement sur une troisième guerre. On va réussir dans les... Faut aller vite, non? Pour ça? Ouais. Ah bah ouais, c'est pour hier. Hein. Ouais, c'est pour hier. Ouais, là pour moi, les tiers, enfin, j'entends mes collègues qui me disent, là il y a plein de tiers-lieux que je connais qui sont vraiment des gens très bien. Il y en a un par exemple dans la Loire qui s'appelle la Martinière, qui est un tiers-lieu dit paysan, mais avec le nouveau langage on appelle ça tiers-lieu nourricier. Mais eux ils préfèrent tiers-lieu paysan, des militants de la Confédération paysanne, des gens qui ont déjà une grande culture de la paysannerie, tout ça. Et en fait, même eux ils avaient mis le mot tiers-lieu. Et je parlais avec Françoise et François, qui sont les deux propriétaires du lieu, et eux-mêmes me disent on réfléchit à l'enlever en fait. Et là, je pense qu'on ferait une erreur. C'est sur la notion du mot. C'est que c'est comme si on disait on va enlever le mot économie. Et là, je dis on fait une connerie, parce qu'avant l'économie, c'était le roi en fait. L'économie, c'est aussi une forme d'entreprendre. C'est sans ça que je suis un peu libéral quand même. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'économie, j'ai le droit d'entreprendre, j'ai le droit de créer une entreprise. Avant, le roi, le seigneur du coin, il me l'interdisait. Il y a une révolution, l'économie, c'est pas non plus tout sale. Puis ça évite aussi que mon kilo de sucre coûte 1000 euros aujourd'hui, demain 10 euros, et qu'il y ait de la fluctuation. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on revienne à ces choses-là. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut maintenant se rebattre sur le mot. Autant il y a 2 ans, là, j'étais prêt à dire, ouais putain, on a fait une connerie, virer ce mot, et puis qu'on aille droit à la guerre. Maintenant, je te dis, mon côté positif, c'est que je pense qu'en fait, ce mot-là, les gens découvrent ce que la bande de Buret, les Stéphanois, les Lillois, on a découvert en 2018. Nous, il y a une page qui est sur le wiki Movilab, le wiki des tiers-lieux, movilab.org, et qui est clairement sur réflexion sur la toxicité des tiers-lieux. On n'a pas menti, nous, à notre communauté. On a dit aussi, attention, les tiers-lieux, ça casse le service public, ça fait des burn-out, ça fait des gens à l'hôpital et tout. Enfin, trop de tiers-lieux, c'est pas bon pour non plus la société individuelle. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'ils découvrent pendant 5 ans de politique publique, là, c'est de se dire, putain, mais on a contribué vraiment à casser le service public en France. On a contribué, en fait, les gens, sinon, auraient été dans la rue, ils auraient gueulé. Mais comme on a mis des pseudo-tiers-lieux, oui, bien sûr. Eh ben, on a fait une espèce d'éponge, un amortisseur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut par contre se battre parce que ce mot-là, que tu travailles au CAC 40 ou que tu sois un punk à chien de Saint-Malo, qui a un lieu qui répare des vélos, quand on dit tiers-lieu, on entend quand même partage, collaboration, échange. Tu vois, il y a des choses quand même dans ce langage qui m'intéressent encore. Et après, j'espère juste que ça sera libre open source, mais ça, c'est la notion de que ça ne soit pas un tiers-lieu fermé, propriétaire, mais comme le logiciel qu'on a parlé au début, qui soit quelque chose que les autres puissent s'inspirer, reproduire. Ça, je pense que c'est plutôt bien. Oui, ça propose fondamentalement une autre façon de vivre et de partager cette terre, en fait, et de la partager entre nous, juste à savoir si, effectivement, on arrivera à... Alors, c'est sûrement très difficile de savoir où en sont, justement, les gens. Même s'ils ne sont pas dans des tiers-lieux, même s'ils ne sont pas dans des associations, même si ce ne sont pas des militants. J'ai l'impression qu'il y a un travail de fond, un travail qui est fait par toi, par tout le monde, par toutes ces associations, par tous ces médias indépendants. Et on mesure peut-être très très mal le niveau de désaveu des gens de ce monde néolibéral. Et peut-être qu'on a l'impression que c'est perdu, que de toute façon on va vers un déchaînement nationaliste, peut-être qu'on croit tout ça, peut-être que c'est pas vrai, j'ai beaucoup de mal à faire la part des choses. Maintenant, très vite,
mettre en place une gestion comme ça des tiers-lieux qui permettrait d'organiser un vrai contre-pouvoir, je ne sais pas si c'est possible. Alors, il est en cours. Oui, le dernier en en date que tu as entendu parler, c'est les doléances. Bien sûr. Donc, les doléances, c'est parti avec Fabrice d'Allongeville, qui est donc maire d'un petit village dans l'Oise. Et c'est pas lui qui a fait les doléances, hein, c'est bien au rond-point de Gilets jaunes, les mairies qui ouvraient pour qu'on puisse écrire. Et simplement, quand Macron est arrivé, il les a mis au placard et il les a regardés. Et en ce moment, voilà, c'est revenu, mais grâce aussi à Fabrice et quelques militants. Mais en tout cas, je fais le lien avec les tiers-lieux. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a milité pour que les doléances soient remises sur le débat public, etc. Sauf que ça restait hors sol. Ça parle à l'Association des maires de France, au truc, mais est-ce qu'on a rouvert les doléances pour autant? Non. Barnier, quand il en a parlé lors de son discours, il n'a pas plus s'intéresser à ça. Il a dit on regardera peut-être ça, mais on les actualisera. Aujourd'hui, les politiques s'en servent comme un sujet. L'avantage avec les tiers-lieux, c'est qu'il a été ancré. Là, c'est parti d'une association qui s'appelle la Coopérative des tiers-lieux, donc un réseau régional en Ile-de-France, qui ont entendu le message de Fabrice et qui donc ont dit tiens, nous, le réseau de tiers-lieux, on peut organiser des projections. Tu vois, ça c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que le tiers-lieu n'a pas inventé des choses. Il y en a qui existent. Par contre, il les ancre. Donc, du coup, les tiers-lieux, en moins de 3 semaines, 1 mois, ont réussi sur une carte à se positionner. Et le même jour, à la même heure, au même moment, on diffusait le truc à plein d'endroits. Alors que France 2 l'avait publié, chacun regardait ça dans son canapé et passait à autre chose. Donc, ce n'est pas un scoop de l'avoir publié, ce documentaire. Par contre, le fait de diffuser le documentaire sur les doléances à un temps donné, pour que tout le monde en France puisse le regarder à un même moment et avoir du débat derrière, ça c'est tiers-lieu. Donc ça c'est cool. Et pourtant je peux dire que les gens de la compagnie des tiers-lieux, dedans il y a une bonne bande de gens qui ont travaillé avec la Macronie, que s'ils pouvaient aller se faire voir bien loin, tu vois, là je parle avec mes tripes. Mais je dis que là, ça fait partie de ce que j'essaie d'être positif. Ils ont fait le mal ces gens-là. Ces gens-là ont participé à ce que la Macronie défonce les tiers-lieux. Et puis là, va savoir, il y en a 2-3, ils se réveillent, ils sont peut-être regardés dans une glace en disant « on est peut-être là pour repolitiser les tiers-lieux ». Moi, quand je leur disais ça il y a encore 2-3 ans, en leur disant « oh les gars, vous avez dépolitisé les tiers-lieux », mais je me faisais défoncer en fait. Les tiers-lieux, c'est pas politique, les tiers-lieux, gna gna gna. Et puis là, ça y est, ils commencent à se réveiller. Donc ouais, j'ose croire, pareil, là je vois des trucs que j'ai lus, où ils commencent à remettre en avant le pouvoir d'agir. Alors que quand je reparlais qu'un tiers-lieu c'est fait pour du pouvoir d'agir, tais-toi Duriot, t'es gris, enfin ce que je te disais tout à l'heure. Donc le bon côté, c'est à titre individuel, c'est chiant parce que tu passes pour un con et tu n'as pas envie forcément de passer. On a tous un petit peu d'ego quand même. Donc tu n'as pas envie d'être juste passé pour le casse-couille. Mais ce que je viens de faire pendant 2 ans et demi, parce qu'en fait, moi j'étais parti dans mes armes. Puis là, en revenant il y a 2 ans et demi à cause d'un petit accident, j'ai pu me remettre dans le secteur tiers-lieu et au début j'étais content. Puis quand j'ai vu le dégât qu'ils avaient fait, là j'ai hurlé par contre. Donc c'est là que je suis reparti sur les routes. Donc je dis oui, on peut aller vite. L'exemple avec les doléances. Voilà, un vrai sujet politique qui venait des ronds-points de Gilets jaunes. On remet sur la table qu'est-ce que veulent réellement les Français. Les tiers-lieux sont capables, s'ils sont moins macronisés, là, à ce moment-là, ça devient intéressant. En tout cas, on peut, grâce à ces tiers-lieux, si on se reprend en main, on peut effectivement refaire du local qui donnera un global, parce que ce n'est pas le global qui changera, c'est le local. Quand tu as parlé des États-Unis, de l'Ukraine, d'Israël et Palestine, on sait bien qu'on n'a pas de pouvoir d'action si on le prend par le haut. Par contre, si on le prend par le bas, le vivre ensemble, moi, je suis de Saint-Chamond, il y a énormément de choses, toute la vallée du Gier, le voile, etc. Déjà, si tu fais tiers-lieu, tu comprendras que dans la vallée du Gier, il y avait effectivement énormément de populations maghrébines qui a toujours été là. C'est pas qu'il y ait des fondamentalistes qui viennent, et c'est simplement qu'il y a eu moins d'usines, Nova Syrie, le Djihad, tout ça, ça a fermé, et ça fait des communautaristes fermés. Mais c'est pas parce que les gens qu'on le voile, c'est les ennemis ou les fondamentalistes. Par contre, ça pose un problème. Donc, quelle place la République donne à ça? J'ai vu rien. Alors que par contre, les tiers-lieux, il y en a quelques-uns, il y a la MJC de Saint-Chamond, il y a un petit tiers-lieu en face, eux, ils arrivent à faire des trucs, et ça, c'est du tiers-lieu. Donc voilà un petit peu là-dessus. Et peut-être un point qui, moi, me semble important dans la compréhension un peu de tout ça, parce qu'on aurait à la base normalement commencé par ça, mais c'est des fois bien de finir par ces choses-là. Comment aussi ils ont fait le hold-up, en fait, de la politique publique des tiers-lieux, c'est qu'en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, en 2017-2018, tous ceux qui étaient dans les centres sociaux, les bibliothèques, ils étaient en famine en fait. Il y a la culture, les intermittents du spectacle. Je crois que tu fais partie de cette famille-là. Moi, j'ai des potes qui sont ingé son depuis des années, tout ça. Et en fait, on est en train de les affamer en fait. Rappelle-toi aussi le scandale qu'il y avait eu à TF1 où en fait, ils employaient des tas d'intermittents alors que ça aurait dû être des salariés. Donc, ils cassaient le statut d'intermittent, tout ça. Donc, on était aussi dans ces années-là. Et en fait,
donc, à ce moment-là, quand je leur parlais des tiers-lieux, mais on était aussi d'autres, mais je vais dire le jeu, là, pour le coup, c'est Buret qui me dit toujours, arrête de dire nous, dis jeu. Donc voilà, là, quand je parlais à ces gens-là, ils me disaient, ouais, mais il n'y a pas de pognon, et y compris des élus que je connaissais, des choses comme ça. Ouais, mais il n'y a pas de pognon, c'est compliqué, ça sera dans 10 ans, etc. Donc, je dis, ouais, mais c'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de nos tiers-lieux, comment on découvre ça ensemble, etc. Et d'un seul coup, tu arrives en 2018, ils étaient tous à l'agonie, en fait. C'est là que je ne peux pas leur en vouloir. C'est qu'en fait, ils se payaient même pas des SMIC. En fait, premier financeur de start-up en France, c'est Pôle emploi. Hein. Aux États-Unis, les 500 milliards sur l'IA, c'est l'État. Mais nous, en France, c'est Pôle emploi qui finance les start-up. Après, on appelle ça des licornes. Pareil pour les tiers-lieux. Premier financeur de tiers-lieux, tu es au chômage pendant 2 ans et tu ouvres un lieu. Voilà. Et donc, à ce moment-là, tu as l'État, donc il s'appelle Patrick Lévy-Vetz. Donc lui, c'est un indépendant, hein, c'est quelqu'un qui est connu et qui est dans le bouquin de Buret pour connaître son histoire. Et donc Lévy-Vetz, c'est lui qui va faire l'étude, le rapport pour Julien Normandie. Je te rappelle que Julien Normandie, d'ailleurs, a refusé d'être Premier ministre dans le 2e mandat, et c'est le poulain de Macron. Hein. C'est le Macron compatible, il n'y a pas plus bête de foire. Et lui, il avait l'Agence nationale de cohésion des territoires, et après le ministère de l'Agriculture. En fait, à ce moment-là, de Normandie va soi-disant demander une étude, mais on le sait très bien, ça se fait dans les ministères. Donc c'était déjà pour moi une manière, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure, une manière de contrôler tout ça. Et donc, en fait, ils vont commander l'étude sur travail et coworking, en fait, télétravail et coworking, qui va devenir la mission tiers-lieu. Et bien en fait, à ce moment-là, ils vont créer une association en nous disant à nous tous, et moi j'y étais, on avait été au JIP, à l'époque ça ne s'appelait pas la NCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, ça a été changé sous Macron, ça s'appelait le CGET, Cohésion des territoires, Générale des territoires. Et en fait, là, à ce moment-là, ils nous mettent tous autour de la table, les Fab Labs, les tiers-lieux libre open source, les tiers-lieux virgule, les tiers-lieux machin, et ils nous disent, voilà, on a compris votre message, il faut qu'on aide à ce que vous faites, donc tout le monde est content, si tu veux, en disant, ça y est, enfin, la vache mec va sortir, on va financer nos actions, pas nos lieux, mais nos actions. Et là, rapidement, en fait, tu te rends compte que les mecs, ils disent, on va créer une association de préconfiguration de ce que pourrait être, en fait, un conseil national. Et on avait un antécédent, puisqu'il y avait le Conseil national du numérique. Ça existait déjà. Donc, ils font cet assaut, et ça devient France Tiers-Lieux. Donc, France Tiers-Lieux qu'on parle aujourd'hui, c'est plus l'assaut. Puisque, entre-temps, très rapidement, 14 salariés, 700 000 € de budget, enfin, tout ça. Et donc, là, à ce moment-là, ça devient un GIP. Puisque le fondateur nous dit « Ah ben l'État, il veut bien continuer à financer, mais par contre, on est une petite asso, donc il faut qu'on fasse un groupement d'intérêt public. » Et c'est le même moment que tu as Cazeneuve qui va annoncer les fameux 170 millions d'euros pour les tiers-lieux, et ça se fait au WIP à Caen, qui est un tiers-lieu, un gros truc, dont d'ailleurs la directrice de l'époque, puisque maintenant ce lieu a fermé, la directrice Ophélie Desroldes est devenue d'ailleurs directrice maintenant de l'Association nationale des tiers-lieux. Et en fait, derrière, ça devient un groupement d'intérêt public, et qui est à la gouvernance ? 75%, c'est les ministères, ministère du Travail, ministère de l'Agence de cohésion des territoires, enfin tout ça, ministère des petites PME et de la recherche. Waouh, enfin c'est 4 et ils ont essayé de faire entrer la culture. Et derrière, tu avais la NCT, Agence nationale de cohésion des territoires, donc eux ils ont 20%, et enfin l'Association nationale des tiers-lieux qui représente plus que 10%. Pourquoi je te raconte cette histoire? C'est parce qu'en fait, il y a des gens qui aujourd'hui sont à la tête de réseaux régionaux, qui sont des formateurs de tiers-lieux. Ils sont incapables, ils ne connaissent pas cette histoire. Et ils ne veulent même pas l'entendre, parce que ça les ramènerait à « Putain, je me suis mis expert d'un sujet, je ne connais rien en fait. » Mais c'est pas grave, tu as le droit de ne pas tout connaître. Par contre, c'est pas normal qu'aujourd'hui, quand on parle de tiers-lieux, vous ne connaissez pas cette histoire. Et M. Lévy-Vetz, qui a créé, qui lui en plus est à la tête de plusieurs grosses entreprises, et qui a réussi à pas faire d'enrichissement personnel parce que ça serait mal venu, puis je pourrais avoir un procès à cause de ces conneries, mais en tout cas qui a réussi grâce à cette position à rentrer, tu vois, au CESE, Conseil économique et social, c'est quand même pas rien, 3e chambre consulaire de France, il est vice-président maintenant. Il a réussi dans ses entreprises, parce qu'il a une entreprise qui s'appelle Freeland, qui est une holding, et derrière il achète plein de boîtes, il a fait rentrer la BPI, tout ça. Donc en termes de business, il est bon le mec, mais c'est un pur libéral. Alors que les tiers-lieux, c'est des trucs 12 heures en fait, si j'étais clair. C'est des gens qui étaient plutôt avec pas grand-chose, on va faire du lien social, on va faire des duc-pop, même s'il y avait le coworking et télécentre. Donc on en est là. Et donc t'imagines si ce mec-là, il est arrivé en disant là, vos tiers-lieux et tout, bah, je vais tous vous niquer, je vais tous en faire un GIP, puis on va le mettre dans l'État, et ça va nous coûter que 150 millions. Alors qu'on risquait d'avoir des émeutes avant dans la rue, parce que les gens allaient se réveiller, quoi, de se dire c'est la merde, les hôpitaux ferment, il n'y a plus de médecine, il n'y a plus rien à bouffer, des pesticides. Vous imaginez ce que vous auriez fait? Vous seriez bougé. Donc non, là, le mec, il est malin.
D'abord une petite assaut de préconfig, après. Mais quand tu dis ça, les gens, ils se sentent agressés. Je l'entends. Dedans, j'ai des amis qui étaient à la base des amis. Maintenant, on s'est éloigné forcément parce qu'ils n'arrivent pas à entendre cette critique. Parce qu'eux, ils entendent « j'ai pas été bon, enfin, je suis un enfoiré, je suis un enfoiré ». Je te dis pas ça à toi. Voilà, tu t'es fait manipuler. Et donc, ça va très bien avec ce que tu me dis tout à l'heure. Ouais, la force capitalistique, elle est protéiforme, elle a pris des nouvelles formes. Et ce qui est dur avec la Macronie, moi qui ai 50 ans, donc je connais aussi l'ancienne politique, je ne sais pas si tu connais Guédiguian, Robert Guédiguian, que j'aime beaucoup, sa filmographie, on dit le nouveau Marcel Pagnol, mais d'actualité. Et il a fait Le Champ de Mars, un peu l'histoire de Mitterrand. Et donc, il y a une phrase qui est importante dedans qui dit, quand il se compare à Chirac, tu vois, il dit jusqu'à moi, il y avait des politiques. Et c'est vrai, qu'on est De Gaulle ou qu'on est Pompidou, qu'on est même Giscard ou quoi, qu'on soit de droite ou de gauche, les gens de gauche connaissaient les gens de droite connaissaient les gens de gauche, et on avait une manière de parler où on n'attisait pas. Et ça, c'est une phrase qu'on retrouve dans le Champ de Mars. Et donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont à la tête de notre État ne sont qu'aux des comptables. Et ils ont mangé le cerveau de collègues qui étaient, voilà, qui n'avaient plus d'argent, qui étaient quête de sens. Et ça, c'est triste. Donc oui, pour moi, les tiers-lieux sont morts, vive les tiers-lieux, parce que sinon, ça sera encore pire, quoi, voilà. Le chemin, c'est quoi? On commence par quel bout? Ça va se dégager comment? Pour moi, je te donne la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il n'y a pas... Alors là, c'est peut-être parce que ma femme travaille sur les cyberviolences et on est assez sensible, comme je te l'ai fait comprendre, aussi aux histoires de féminisme ou de choses comme ça. J'ai beau être un cisgenre caucasien de 50 balais blanc, machin, je pense que c'est un vrai sujet. Et je sais aussi mes dérives. Je pense que je suis loin d'être exemplaire, mais j'essaie de m'améliorer chaque matin. Et je pense que c'est ça le début. C'est que tant que tu n'as pas, par exemple, un enfant martyrisé qui a été malmené, une femme violée, parce que c'est souvent les femmes, les hommes ont été violés, mais soyons clairs, c'est quand même plus les femmes. Tous les psys le disent, tant que je ne suis pas reconnu comme coupable, je ne peux pas me reconstruire. Donc je pense, pour répondre à ta question, la première chose à faire, comme victime, pardon, ça c'est la dyslexie, comme tout crapaud fou, on est dyslexique. Non, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'aujourd'hui on ne commence pas par se dire, soit voilà, je suis une victime, ou en tout cas j'ai fait de la merde et qui m'a rendu victime, je pense qu'on ne réglera pas les problèmes. Il paraît que c'est Einstein qui dit ça, on ne réglera pas les problèmes par les modes de pensée qui les ont engendrés. Je pense qu'on doit passer par là en fait. Mais il y a aussi une deuxième maxime que j'utilise beaucoup, ça c'est Saint-Exupéry, qui n'était pas du même camp politique mais qui est intéressante, c'est l'important c'est plus de prévoir de l'avenir mais de le rendre possible. Donc d'un côté faire un mea culpa sur ce qu'on a fait et ce qu'on fait, et la deuxième chose c'est de dire il ne s'agit plus de prévoir ce qui va se faire, mais maintenant c'est de rendre possible que le monde va continuer d'exister, en tout cas l'humanité. J'aime bien cette idée de Saint-Exupéry, qui malgré tout reste une référence fabuleuse. Et peut-être pour conclure, justement, il parle peut-être moins dans le faire, mais il dit si tu veux construire un navire, ne convoque pas tes architectes et tes charpentiers, mais fonde dans le cœur de ton peuple l'idée d'un voyage. Et je crois que c'est ça qui nous manque. Ça, je ne l'ai pas entendu, mais je pense que ça me parle, ouais. Ouais, là, ouais, je suis assez d'accord, je vote pour. C'est ça qui nous manque, c'est l'idée du voyage. Le réenchanté, quoi. C'est ça, oui, le réenchanté. Johan Durieux, merci. Merci beaucoup. Et peut-être, sûrement, on se recroisera de toute façon, peut-être à une autre fois ici. Merci.